Vous ne pouvez pas faire demi-tour, quoi qu'il arrive. Cette voix ne venait pas de son équipe de garde du corps d'élite. Elle ne venait pas de son système de sécurité à 1 million de dollars. Elle venait d'un garçon de 6 ans, debout au milieu de la cour, serrant un carnet rempli de gribouillis désordonnés. Ses yeux bruns fixaient directement les yeux gris glace de l'homme le plus puissant de New York, sans ciller, sans sourciller. Derrière lui, son frère jumeau pointait du doigt le coin de la rue. Là, une camionnette blanche était immobile à l'ombre d'un arbre. Elle était garée là depuis 3 jours. 3 jours. 24 heures multipliées par 3. 20 gardes du corps, les mieux payés de New York, se relayaient pour monter la garde. Aucun d'eux ne l'a remarqué. Les caméras de sécurité balayaient chaque coin de la rue. Pas une seule alerte ne s'est déclenchée. Mais cet enfant l'a vu. Reed Ashford se tenait figé dans la cour. L'homme dont un seul hochement de tête pouvait ébranler toute la ville, dont un seul froncement de sourcils pouvait envoyer quelqu'un directement dans l'enfer. Il se tenait là, silencieux, regardant le garçon. Pendant 20 ans dans l'ombre, il ne s'était jamais arrêté pour rien. Mais aujourd'hui, un enfant de 6 ans venait de le stopper net, et ce que le garçon dit ensuite allait tout changer. Si vous voulez connaître le secret que cet enfant a découvert, appuyez sur le bouton. J'aime pour nous soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Reed fronça les sourcils, son regard gris et froid balayant le garçon qui se tenait devant lui. Derrière lui, la Maybach noire et élégante tournait déjà. Et Reg se tenait près de la portière, attendant. Le matin à New York était d'une clarté cristalline, la lumière dorée du soleil se déversant à travers les érables qui bordaient la rue. Mais l'air entre le puissant parrain et le garçon de 6 ans était aussi lourd que le ciel avant un orage. Reed parla, aussi bref que d'habitude. Chaque mot tombait avec une force pesante. « Qu'est-ce que tu as dit? » Miles ne recula pas. Le garçon se tenait fermement, comme si ses petits pieds avaient pris racine dans la pierre sous lui. Il leva son carnet, ses petits doigts l'ouvrant sur une page remplie de dessins grossiers au crayon de couleur. « Le camion blanc au coin de la rue, » dit Miles, sa voix ne tremblant pas du tout. « Il y a 2 hommes à l'intérieur. Ils sont garés là depuis 3 jours. » Reed jeta un coup d'œil dans la direction que le garçon indiquait. Le coin de la rue, sous les branches d'un vieux chêne, abritait le camion blanc, immobile, comme s'il était mort. Le camion était là, c'était vrai. Mais il avait l'air ordinaire, trop ordinaire, comme des centaines d'autres camionnettes de livraison qui traversaient la ville chaque jour. Pas de logo d'entreprise, pas de signe distinctif, juste un camion blanc garé dans un quartier résidentiel calme. Peut-être qu'ils attendent pour faire une livraison, dit Reed, d'un ton indifférent, comme s'il parlait de la météo. Il avait l'habitude d'ignorer les choses qui ne semblaient pas mériter son attention. Et les paroles d'un enfant de 6 ans, dans le monde de Reed Ashford, ne figuraient généralement pas sur la liste des choses à remarquer. Mais Miles secoua la tête. Il n'avait pas l'air en colère ou déçu d'être ignoré. Il tourna simplement à la page suivante du carnet et montra un nouveau dessin. 2 silhouettes sombres assises à l'intérieur du camion, esquissées avec des traits de crayon noir grossiers, mais avec une étrange clarté tout de même, et une flèche rouge pointant droit vers les portes du domaine. « La nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir, » expliqua Miles, sa voix égale, comme s'il lisait à voix haute en classe. « Je suis sorti sur le balcon. Je les ai vus prendre des photos de notre portail. Le flash s'est déclenché 3 fois. » Reed se tut. Ses yeux ne se contentaient plus de survoler le garçon. Il le regardait vraiment maintenant. Le balcon de la chambre des enfants était au 2e étage, faisant directement face au coin où le camion était garé, une vue parfaite. Et Reed savait qu'un enfant réveillé au milieu de la nuit verrait les choses que les adultes endormis laissent passer. Reg s'approcha, sa voix basse et respectueuse. « Monsieur, la réunion commence dans 45 minutes. Le conseil attend. » Reed ne répondit pas à Reg. Ses yeux restaient fixés sur le garçon qui se tenait devant lui. Le carnet dans les mains de Miles, les gribouillis enfantins, les yeux bruns clairs sans aucune trace de peur. Quelque chose n'allait pas. Reed pouvait le sentir, même s'il ne pouvait pas encore lui donner de nom. « Y a-t-il autre chose? » demanda Reed, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure. Ce n'était pas la voix d'un parrain interrogeant un serviteur. C'était la voix d'un homme qui voulait vraiment entendre la réponse. Miles hocha la tête.
Il ferma le carnet et le serra contre sa poitrine, comme s'il berçait un trésor. Sa voix était étrangement calme, plus calme que celle de n'importe quel enfant de 6 ans que Reed ait jamais connu. Je les ai entendus parler. La nuit était très silencieuse, alors je les ai entendus clairement. Ils ont dit que lorsque vous partirez, quelqu'un appellera avec de mauvaises nouvelles et vous reviendrez. Reed se raidit une fraction de seconde. Sa mâchoire se serra, les tendons de son cou ressortant. 20 ans dans la pègre lui avaient valu plus de menaces qu'il ne pouvait en compter, de la part de rivaux, de traîtres, de tueurs engagés pour des millions de dollars. Mais jamais, pas une seule fois, il n'avait entendu un avertissement prononcé par un enfant de 6 ans au milieu de sa propre cour. Qu'ont-ils dit à propos des mauvaises nouvelles? Demanda Reed, contrôlant chaque syllabe. Miles regarda droit dans les yeux de Reed. Il ne sia pas. Il ne détourna pas le regard. Ses yeux bruns étaient clairs, mais ils contenaient quelque chose de bien plus ancien que son âge. Ils ont dit qu'ils signaleraient qu'il est arrivé quelque chose à ma mère et que vous reviendriez parce que vous seriez inquiet. Un lourd silence s'installa dans la cour. Le moteur de la Maybach bourdonnait toujours derrière eux, mais Reed ne l'entendait plus. Ma mère, Willa, la femme qui travaillait dans la cuisine, à moins de 50 pas de là. C'était-elle la cible? Si vous revenez, continua Miles, sa voix douce, mais chaque mot distinct, chaque syllabe tombant comme des gouttes d'eau glacée, ils ne vous laisseront plus repartir. Le vent souffla, agitant les feuilles d'érable de chaque côté de la route. Quelque part à l'intérieur du domaine, le bruit d'assiettes qui s'entrechoquent venait de la cuisine. La vie continuait comme si de rien n'était. Mais Reed savait que tout venait de changer. Il regarda Miles et pour la première fois, quelque chose de différent apparut dans ses yeux. Le doute avait disparu. L'indifférence d'un puissant parrain avait disparu. Ce qui restait, c'était la curiosité et une lueur de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Cet enfant, âgé de 6 ans, debout devant lui avec un carnet de dessins maladroit dans les mains, venait de dire à voix haute ce que ses 20 gardes du corps les plus aguerris n'avaient pas réussi à remarquer. Reed ne savait pas s'il devait le croire ou non, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas ignorer cela. Knox arriva en courant par derrière et tira légèrement sur la manche de son frère. Il était de quelques centimètres plus petit que Miles, avec un visage rond qui semblait habituellement fait pour sourire, avec des fossettes sur les joues. Mais à ce moment-là, ses yeux bruns étaient inhabituellement sérieux. La respiration de Knox était rapide et irrégulière, comme s'il venait de courir une longue distance, même s'il n'était devenu que des marches de l'entrée jusqu'au milieu de la cour. « Miles, » dit Knox, encore essoufflé, « parle-lui des bruits de pas. » Reed baissa les yeux sur le deuxième garçon. Des jumeaux mais différents. Si Miles était observation silencieuse et immobilité, alors Knox était énergie et son. Et à ce moment précis, ce petit garçon habituellement joyeux ne souriait pas du tout. « Quelle brise de pas ?» demanda Reed, sa voix plus basse qu'auparavant. Knox déglutit, ses yeux bruns clignant rapidement. Il regarda son frère comme pour chercher du soutien, puis se tourna de nouveau vers Reed. « Dans la maison, la nuit dernière, j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir. » Reed se tendit davantage. Chaque muscle de son corps semblait se contracter. Le manoir Ashford possédait l'un des systèmes de sécurité les plus avancés de tout New York. Des détecteurs de mouvement dans chaque couloir, des caméras infrarouges fonctionnant 24 heures sur 24, une équipe de protection patrouillant selon des horaires stricts. Personne ne pouvait se déplacer dans la maison la nuit sans être détecté. Personne. « Quel couloir? » demanda Reed, sa voix tranchante comme une lame. Knox pointa du doigt la cuisine à l'arrière. Derrière la cuisine, près de la chambre de maman. La chambre de Willa. Reed regarda Reg, son regard plein de sens. Il n'eut pas besoin de dire un mot de plus. Reg comprit immédiatement. L'homme grand et chauve hocha brièvement la tête, sortit aussitôt son téléphone et s'éloigna, sa voix baissant à un murmure alors qu'il ordonnait à l'équipe de sécurité de revoir chaque seconde des enregistrements du couloir arrière de la nuit précédente jusqu'à ce matin. Miles ajouta, sa voix toujours étrangement calme. « Ce n'était pas un garde, monsieur. Cette personne portait des chaussures différentes. » Reed le répéta, ses yeux se plissant. « Des chaussures différentes? » Knox hocha vivement la tête, comme s'il avait peur que les adultes ne le croient pas.
Les gardes portent des chaussures lourdes. Chaque pas est bruyant. Boum, boum, boum. J'y suis habitué. Chaque nuit, quand ils passent dans le couloir, ça fait ce bruit. Mais cette personne portait des chaussures légères, très légères, comme si elle essayait de ne pas se faire entendre. Le garçon s'arrêta, ses yeux bruns se baissant vers le sol alors qu'il essayait de se souvenir de quelque chose. Puis il leva les yeux et ajouta une phrase qui glaça l'air. Comme les chaussures de papa. Le silence engloutit la cour. Le vent cessa de souffler. Les oiseaux cessèrent de chanter. Tout le vaste espace semblait avoir le temps suspendu. Reed regarda les deux garçons debout devant lui, Miles avec le carnet de croquis serré contre sa poitrine. Ce sera mon père, mais t'es pas essayé moi, mais... Knox avec ses grands yeux ronds, bien trop sérieux pour son âge. Ils n'avaient aucune raison de mentir. Un enfant de 6 ans ne sait pas comment inventer une histoire de surveillance et de complot. Et leurs yeux, clairs comme de l'eau de source, étaient bien trop innocents pour jouer la comédie. Mais avant que Reed ne puisse demander quoi que ce soit de plus, la porte de la cuisine à l'arrière s'ouvrit. Willa sortit, un tablier blanc encore saupoudré de farine, ses cheveux bruns foncés soigneusement attachés à la nuque. Ses yeux ambrés balayaient la cour, virent ses fils debout devant Reed Ashford, et l'inquiétude traversa immédiatement son visage délicat. Elle se précipita vers eux, ses pas rapides, bien qu'elle essayât de paraître calme. « Miles, Knox, est-ce que vous dérangez, Monsieur Ashford? » Sa voix était douce mais tendue sur les bords. Willa savait exactement qui était son employeur. Elle savait que Reed Ashford n'était pas un homme qui aimait être interrompu, surtout pas le matin avant une réunion importante. Reed leva une main, lui faisant signe de s'arrêter. « Non, il m'aide. » Willa le regarda, surprise, ses pieds s'arrêtant à quelques pas. « Aider? » Ses fils de 6 ans aidaient le plus puissant chef de la mafia de New York. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais la gravité inhabituelle dans les yeux de Reed l'empêcha de poser une autre question. Knox courut vers sa mère et attrapa le bas de son tablier dans sa petite main. « Maman, je lui ai parlé des bruits de pas, de la personne qui marchait dans le couloir la nuit dernière. » Willa cligna des yeux, ne comprenant pas encore. « Quel bruit de pas, mon chéri? » Miles s'avança et lui tendit le carnet de croquis. « J'ai dessiné la personne que j'ai vue la nuit dernière, maman, dans le couloir arrière. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis sorti sur le balcon et c'est là que je l'ai vue. » Willa prit le carnet de croquis, sa main tremblant légèrement, sans qu'elle sache pourquoi. Peut-être était-ce l'instinct. Peut-être était-ce l'intuition d'une mère. Peut-être était-ce le souvenir des longues nuits où elle était restée éveillée, écoutant chaque bruit dans la vieille maison, effrayée par les pas ivres de l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari. Elle ouvrit le carnet de croquis. Des lignes de crayon grossières, une silhouette sombre debout dans un couloir obscur. Pas de visage, seulement une forme grande, mince et les chaussures. Des chaussures en cuir marron avec une éraflure distinctive sur le bout. Le visage de Willa se pétrifia. Ce n'était pas une peur ordinaire. C'était une terreur primitive, du genre qui s'enfonce dans la moelle, du genre qui appartient à quelqu'un qui vient de voir un fantôme du passé surgir en plein jour. Le carnet de croquis glissa de sa main et heurta la pierre avec un son sec et dur. Willa resta figée, ses lèvres bougeant sans émettre de son. Puis elle murmura, sa voix tremblant comme la dernière feuille d'automne. « Non. » Sa respiration s'accéléra. « Ce n'est pas possible. » Reed observait chacune des réactions de Willa. Ses yeux gris ne manquaient rien. La façon dont elle tremblait, la façon dont toute couleur avait quitté son visage en un instant, la façon dont ses yeux s'étaient écarquillés d'horreur devant le dessin grossier de son fils. Elle connaissait la personne sur cette image. Pas seulement la connaissait, elle en avait peur. Assez peur pour que tout son corps tremble comme une feuille dans la tempête. Miles ramassa le carnet de croquis et le tendit à sa mère. Mais Willa ne le prit pas. Elle resta simplement là, fixant le vide, comme si son âme avait déjà quitté son corps. Knox lui prit la main, inquiet. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? » Willa ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Et Reed savait que ce que les deux garçons avaient découvert n'était pas seulement un camion suspect garé devant le portail. Quelqu'un était entré, quelqu'un que Willa connaissait, quelqu'un dont elle avait plus peur que de la mort elle-même. Tout venait de devenir bien plus compliqué que Reed ne l'avait imaginé.
Reed donna l'ordre d'une voix sèche qui n'admettait aucune objection. Tout le monde à l'intérieur, verrouillez le portail. Personne n'entre ni ne sort. Reg parut surpris, les yeux du garde du corps brillant d'un bref moment de confusion. Mais 20 ans de travail pour Reed Ashford lui avaient appris une chose. Ne jamais poser de questions quand son employeur donnait un ordre sur ce ton. Une voix d'acier. D'acier, la voix d'un homme qui avait vu une menace avant même que quiconque ne s'en rende compte. Reg hocha brièvement la tête et se détourna rapidement. Les deux gardes près du portail bougèrent aussitôt, fermant la lourde grille de fer. Le son du métal heurtant le métal résonna dans le matin calme, sec et dur comme un coup de feu d'avertissement, déchirant la fausse paix du quartier riche. Reed ne se retourna pas. Il posa une main sur le dos de Willa, douce mais ferme, et la guida vers la porte d'entrée. « Venez avec moi. » Willa ne protesta pas. Elle ne le pouvait pas. Ses jambes bougeaient comme celles d'une somnambule. Ses yeux toujours écarquillés d'horreur depuis le moment où elle avait vu le dessin dans le carnet de son fils. Miles tenait la main de Knox, et les deux frères suivirent leur mère et Reed dans le manoir. Personne ne parlait. Leurs pas résonnaient sur le sol de marbre poli alors qu'ils s'enfonçaient au cœur de la maison, passant devant le vaste salon avec des peintures valant des millions de dollars, longeant le long couloir éclairé par la douce lueur dorée des lustres en cristal, descendant les escaliers, puis à gauche, puis à travers une porte en acier qui nécessitait un code de sécurité et une lecture d'empreintes digitales. La salle de contrôle de la sécurité. La pièce se trouvait au plus profond du manoir, sans fenêtre ni lumière naturelle, seulement la lueur bleu pâle de dizaines d'écrans de caméras alignés sur le mur. Chaque écran montrait un coin différent du domaine et des terrains environnants. Willa se tenait tremblante dans un coin de la pièce, les deux bras enroulés fermement autour d'elle, comme si elle essayait de ne pas se briser. La lumière bleue des écrans baignait son visage et faisait ressortir encore plus la pâleur terrifiante de sa peau déjà exsangue. Miles et Knox se tenaient silencieusement à côté de leur mère, observant. Les deux garçons ne pleuraient pas, ne paniquaient pas. Ils se tenaient simplement là, les yeux grands ouverts, suivant chaque mouvement des adultes, comme s'ils comprenaient que ce n'était pas le moment de faire du bruit. Reed s'approcha du bureau de contrôle où un technicien était assis. Sa voix trancha le silence comme une lame aiguisée. Les images du couloir derrière la cuisine, la nuit dernière, de 22 heures jusqu'au matin. Le technicien hocha la tête, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. L'écran principal clignota et changea. L'image apparut. Au début, le couloir était vide. Des veilleuses jaunes et faibles couraient le long du mur, projetant de longues ombres sur le plancher en bois. Rien ne semblait d'inhabituel. 1 heure passa en accéléré, puis 2. Toujours rien. Puis le périodage à l'écran sauta à 23h47. Une silhouette. Reed leva la main. Arrêtez. L'image se figea. La silhouette se tenait au bord du cadre, seule une partie du corps visible. Le technicien laissa la vidéo continuer à vitesse normale. La silhouette se déplaça, marchant légèrement dans le couloir, la tête légèrement baissée, le visage détourné, évitant l'objectif de la caméra comme s'il savait exactement où il était positionné, comme s'il avait étudié le plan de sécurité à l'avance. « Zoomez », ordonna Reed, sa voix froide comme la glace. L'image s'agrandit. La qualité baissa un peu, mais c'était encore assez clair pour distinguer les détails. Pas de visage. La personne était trop prudente, gardant toujours ses traits détournés de l'objectif. Mais les chaussures étaient invisibles. Des chaussures en cuir marron, un style ancien, un modèle d'il y a des années. Le bout de la chaussure portait une éraflure distinctive, une longue marque allant de gauche à droite. Willa se couvrit la bouche. Un sanglot brisé et étranglé remplit la pièce silencieuse. Des larmes débordèrent des couleurs sur ses joues, tombant silencieusement sur le sol. Miles regarda sa mère, puis les chaussures marron à l'écran. Il ne dit rien, mais sa petite main se resserra autour de celle de son frère. Knox se serra contre lui, ses yeux ronds ne comprenant pas pourquoi leur mère pleurait. Reed ne regarda pas Willa. Il continuait de donner des ordres, sa voix stable, sans le moindre tremblement. Passé à la caméra extérieure, coinait les 3 derniers jours. L'écran changea de nouveau. Le coin familier de la rue apparut, les branches du vieux chêne, le trottoir vide et le camion blanc. Exactement où Miles avait pointé,
exactement sous l'arbre qu'il avait décrit. Le technicien fit défiler les images rapidement. Jour 1, le camion apparut à 7 heures du matin, se mit en position et ne bougea plus. Jour 2, le camion était toujours là. De temps en temps, une silhouette sombre dans la cabine levait un téléphone et le dirigeait vers le portail du manoir, prenant des photos. Jour 3, aujourd'hui. Le camion était toujours là, aussi immobile que s'il n'avait jamais bougé. Deux hommes se relayaient à l'intérieur, un grand et mince, un plus petit et plus lourd, tous deux portant des vêtements sombres et des casquettes de baseball qui cachaient leur visage. Reed resta silencieux devant l'écran un long moment. 20 gardes du corps, le système de caméra le plus avancé de la ville, des détecteurs de mouvement partout, et personne n'avait remarqué le camion suspect garé juste devant son portail pendant 3 jours entiers. Personne, sauf un enfant de 6 ans qui ne pouvait pas dormir à cause de cauchemars. Reed se tourna vers Willa. Elle était toujours là, les larmes coulant sur son visage, tout son corps tremblant comme une feuille dans la tempête. Ses yeux n'avaient pas quitté l'écran, fixés sur l'image des chaussures en cuir marron avec cette éraflure distinctive sur le bout. La voix de Reed résonna, plus aussi froide qu'auparavant. Tendue, tendue comme une corde tirée au point de rupture. Ses chaussures. Il se dirigea vers Willa et s'arrêta juste devant elle, ses yeux fixés sur ses yeux bruns remplis de larmes. Vous savez à qui elles sont. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Reed avait vu la réaction de Willa en regardant le dessin de Miles. Il avait vu la façon dont elle s'était figée, la façon dont les larmes avaient jailli, la façon dont tout son corps avait tremblé en reconnaissant la silhouette sur l'image. Elle savait exactement. Et Reed avait besoin de savoir. Willa ne répondit pas. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Les larmes continuaient de couler sans arrêt, comme une petite rivière de douleur et de peur qu'elle avait retenue pendant les 2 dernières années. Elle n'avait pas besoin de parler. Les larmes avaient déjà tout dit. Reed se tenait face à Willa, à moins de 2 pas. La lueur bleue des dizaines d'écrans de caméras baignait leurs 2 visages, créant une atmosphère lourde comme l'air avant un orage. Dans cette pièce sans fenêtre, le temps lui-même semblait s'arrêter. Seul le faible bourdonnement des machines et la respiration saccadée de Willa brisaient le silence. « Vous allez me le dire, » dit Reed, sa voix basse et solide comme du granit. Ce n'était pas une demande, ce n'était pas une offre, c'était un ordre, tout de suite. Willa trembla, ses yeux ambrés fixés sur le sol poli. Elle ne pouvait pas regarder Reed, elle ne pouvait pas affronter ses yeux qui la transperçaient, lisant chaque pensée, chaque secret qu'elle avait essayé d'enterrer depuis 2 ans. Miles s'approcha de sa mère. Sa petite main se glissa dans la sienne et la serra doucement. Le garçon de 6 ans leva les yeux vers le visage trempé de larmes de sa mère, puis parla d'une voix si douce que c'en était surprenant. « Maman, il a besoin de savoir pour pouvoir nous protéger. » Willa baissa les yeux sur son fils. Son enfant de 6 ans se tenait là, au milieu d'une pièce remplie d'écrans de sécurité et de lumière froide, lui parlant de protection. L'enfant qu'elle avait essayé de protéger de toutes les ombres que la vie pouvait jeter était maintenant celui qui l'exhortait à affronter le passé. Willa leva la tête et regarda Reed. Ses yeux ambrés étaient rouges et gonflés de larmes, mais en eux commençait à apparaître quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler un fragment du sang-froid qui s'était brisé au moment où elle avait vu le dessin de Miles. « C'est Brody, » dit-elle, sa voix semblant s'être brisée en 100 morceaux. « Mon mari. » Reed ne montra aucune surprise. Son visage resta aussi froid que la glace. Pas un seul muscle ne bougea. « Votre ancien mari, » corrigea-t-il d'un ton égal. « J'ai entendu dire qu'il est parti il y a 2 ans. » Willa hocha la tête et de nouvelles larmes débordèrent. « Je le pensais aussi. Il a disparu. Un jour, il était à la maison et le lendemain, il n'y était plus. Il n'a laissé derrière lui qu'une montagne de dettes. Des inconnus sont venus à la porte, me mettant la pression, réclamant de l'argent. Je ne savais pas où il était allé. Je pensais qu'il était parti. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Parti. Mort. Pendant 2 ans, elle avait cru que son mari était mort. Elle l'avait pleuré, avait essayé de l'oublier, avait essayé de reconstruire une vie pour elle et ses fils. Et maintenant, tout s'effondrait. Reed la regarda avec une intensité pénétrante, ses yeux pesant chaque mot qu'elle disait. « Mais vous n'avez jamais vu de preuves. »
Ce n'était pas une question. Encore une fois, c'était une affirmation. Willa secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Non, personne ne m'a rien dit. Il n'y a eu aucune nouvelle, aucun corps, aucun enterrement. Il a juste disparu comme s'il n'avait jamais existé. Knox se serra plus près de sa mère, sa petite main agrippant sa chemise. Il ne comprenait pas tout ce que les adultes disaient, mais il comprenait que sa mère souffrait, et c'était suffisant pour lui faire peur. Reed continua, sa voix plus froide maintenant, plus tranchante. Il devait de l'argent à Cornelius Vance, n'est-ce pas? Willa sursauta comme si elle avait été frappée par l'électricité. Ses yeux s'écarquillèrent, la peur et le choc se heurtant en eux. Vous, vous savez? Reed ne répondit pas directement. Il se dirigea vers le plus grand écran sur le mur et lui tourna le dos. Sa silhouette s'étirait à travers la lueur bleue de l'écran, grande et inquiétante. « Je sais beaucoup de choses, Madame Morrison, » dit Reed, sa voix portant à travers la pièce scellée. « Je sais que vous avez été témoin d'un incident impliquant Vance. Vous avez vu quelque chose que vous n'étiez pas censé voir cette nuit-là au port sud. Vous y étiez. » Willa fit un pas en arrière, son visage blême. « Je n'ai pas... J'étais seulement de passage. Je ne voulais pas. » Reed se retourna pour lui faire face, ses yeux perçants. « Vous avez vu Vance et ses hommes s'occuper d'un traître. Vous avez vu son visage et Vance ne laisse jamais de témoins en vie. » Willa resta figée, incapable de parler. Cette nuit, cette terrible nuit qu'elle avait tant essayé d'effacer, la nuit où elle avait erré dans le port en cherchant son mari et avait été témoin de quelque chose de si horrible qu'elle n'avait pas dormi paisiblement pendant des mois. Reed poursuivit, sa voix plus basse maintenant. « C'est pourquoi je vous ai laissé travailler ici dans mon manoir, sous ma protection. » Willa le regarda, les yeux remplis de confusion. « Vous saviez depuis le début? » « Je savais que Vance voulait votre peau, » répondit Reed, sans répondre directement à sa question. « Et je savais que vous n'aviez nulle part où aller. Une mère célibataire, avec 2 jeunes enfants, sans emploi, sans famille, menacée par l'un des parrains les plus dangereux de la ville. Vous aviez besoin d'un abri. Je l'avais. » Miles se tenait à côté de sa mère, regardant Reed avec une expression qui tenait à la fois de l'étonnement et d'un début de compréhension. Le puissant parrain que tout New York craignait, l'homme que tout le monde croyait froid et impitoyable, avait discrètement protégé sa mère pendant tout ce temps. Reed continua, sa voix basse comme un tonnerre lointain. Mais il y avait une chose que je ne savais pas. Il se tourna alors complètement pour faire face à Willa, ses yeux fixés sur ses yeux bruns trempés de larmes. Je ne savais pas que votre mari était encore en vie. Un lourd silence tomba. Et je ne savais pas qu'il travaillait pour Vance. Willa eut l'air d'avoir été frappé par la foudre. Tout son corps se raidit, ses yeux écarquillés d'horreur. Travailler pour Vance? Non, non, c'est impossible. Brody ne ferait jamais. Reed la coupa, sa voix froide comme la glace. Il était dans ma maison la nuit dernière, Madame Morrison. Il a traversé le couloir derrière la cuisine, juste à côté de votre chambre, sans déclencher une seule alerte. Il connaissait la disposition du manoir, savait où se trouvaient les caméras, connaissait l'horaire de patrouille des gardes. Qui lui a donné ces informations si ce n'est quelqu'un de l'intérieur? Willa s'effondra sur la chaise la plus proche, ses jambes n'étant plus assez fortes pour la soutenir. Elle se couvrit le visage de ses 2 mains et ses sanglots brisés remplirent la pièce baignée de lumière bleue et froide. Brody, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, le père de ses 2 enfants, l'homme qu'elle avait cru mort, pleurer et tenter d'oublier. Il était vivant et il travaillait pour l'homme qui la voulait morte. Miles s'avança et enlaça sa mère. Ses petits bras entourèrent les épaules de Willa et la serrèrent fort. Knox courut vers elle aussi et l'étreignit de l'autre côté. Les 2 garçons tenaient la femme qui s'effondrait, ne disant rien, restant simplement avec elle. Mais le regard dans les yeux de Miles lorsqu'il se tourna vers Reed n'était pas de la peur. Ce n'était pas du blâme. C'était le regard d'un enfant qui avait commencé à comprendre que le monde des adultes était bien plus compliqué qu'il ne l'avait jamais imaginé. C'était le regard d'un enfant qui avait vu les ténèbres et avait quand même choisi de croire en la lumière, avait quand même choisi de faire confiance à l'homme qui se tenait devant lui. Car Miles savait que dans cette pièce, Reed Ashford était la seule personne qui pouvait protéger sa famille. Le téléphone de Reed vibra, brisant le lourd silence de la salle de contrôle.
L'écran s'alluma avec un numéro inconnu, aucun nom attaché, seulement une série de chiffres inconnus. Reed baissa les yeux sur le téléphone dans sa main, ses yeux se plissant. Reg s'approcha, sa voix basse et méfiante. « Vous ne devriez pas répondre, monsieur. Ça pourrait être un piège. » Reed ne répondit pas tout de suite. Il étudia l'écran un long moment, son pouce effleurant légèrement le bord du téléphone. En 20 ans, il avait pris plus d'appels comme celui-ci qu'il ne pouvait en compter. Des menaces, des marchés, des avertissements. Et il était toujours là, respirant encore, alors que la plupart des hommes à l'autre bout de ses appels étaient profondément enfouis dans la terre froide. « Mettez-le sur haut-parleur », ordonna Reed, puis il se tourna pour regarder Miles et Knox debout à côté de leur mère. « Mais mettez les garçons dans la pièce d'à côté d'abord. » Comme si elle avait entendu son nom, la porte de la salle de contrôle s'ouvrit. Patty apparut dans l'embrasure, la gouvernante aux cheveux argentés et au visage aimable mais sévère. Elle travaillait pour la famille Ashford depuis avant la naissance de Reed et elle comprenait tout sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Elle fit un petit signe de tête et se dirigea vers les deux garçons. « Miles, Knox, venez avec moi. J'ai des biscuits dans sa cuisine qui viennent de sortir du four. » Knox regarda sa mère, hésitant. Miles prit la main de son frère, fit un signe de tête à Willa, comme pour dire que tout irait bien, puis conduisit Knox dehors avec Patty. La porte se referma derrière eux avec un léger clic. La pièce ne contenait plus que Reed, Willa et Reg. Reed appuya sur le bouton pour répondre et activa le haut-parleur en même temps. L'écran du téléphone passa en appel vidéo. Une pièce sombre apparut. La faible lumière d'une seule ampoule suspendue se déversait vers le bas, créant des taches de luminosité et d'ombre. Et au milieu de la pièce, une femme était assise sur une chaise en bois. Sa tête était baissée. Des cheveux bruns foncés cachaient son visage. Sa silhouette était menue, douloureusement familière. Elle ressemblait à Willa. Willa se tenait à côté de Reed, ses yeux s'écarquillant d'horreur en regardant l'écran. Elle se regardait d'elle-même ou quelqu'un qui lui ressemblait exactement, assise dans cette pièce sombre. Son cœur sembla s'arrêter pendant un terrible battement. Une voix d'homme sortit du téléphone, froide et lente, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau glacée. « Ashford, elle est ici avec nous. » Willa murmura, sa voix tremblante. « C'est moi. » Reed ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur l'écran, étudiant chaque plus petit détail du cadre. La pièce, la chaise, l'ampoule et la femme assise là. « Non, dit-il, son ton aussi calme que s'il commentait la météo. Vous êtes debout d'ici. » La voix de l'homme continua, peu soucieuse de la réaction de Reed. 15 minutes, revenez à l'intersection Est, seule, où elle ne rentrera jamais à la maison. La vidéo se coupa, l'écran du téléphone redevint noir. Un lourd silence tomba sur la pièce comme une épaisse couverture de laine. Willa tremblait, enroulant ses bras autour d'elle comme pour s'empêcher de s'effondrer. Ils ont fait une fausse vidéo, mais ça me ressemble tellement. Les cheveux, le cocon, même la façon dont elle est assise. Reed répondit brièvement, sa voix sans la moindre secousse. Un deepfake. La technologie n'est pas difficile à obtenir si vous avez de l'argent et des photos de vous. Vance a les deux. Reg parla, la tension dans sa voix. Qu'allez-vous faire, monsieur? Reed ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile un instant, les yeux fixés sur le vide comme s'il arrangeait les pièces éparses dans son esprit. Puis, il donna un ordre. « Ouvrez la porte. Faites entrer Miles. » La porte s'ouvrit. Miles entra, le visage calme comme s'il avait su qu'il serait appelé. Il se tint devant Reed, ses yeux bruns le regardant droit dans les yeux sans aucune trace de peur. Reed s'accroupit jusqu'à ce qu'il soit à hauteur des yeux. Sa voix s'adoucit un peu, bien que le sérieux demeurât. « Te souviens-tu du salon de votre ancienne maison? Il y avait une chaise en bois. » Miles hocha la tête. La chaise avait une éraflure sur l'accoudoir droit. Knox et moi nous asseyions là pour regarder la télé. « Papa... » Le garçon s'arrêta une seconde et déglutit. Papa l'avait acheté dans un magasin d'occasion. Reed hocha la tête et continua. « Nous venons de regarder une vidéo. Il y avait une chaise en bois dedans. Était-ce la même? » Miles réfléchit un instant, le front plissé. « Je n'ai pas vu la vidéo, mais si elle avait cette chaise avec l'éraflure sur l'accoudoir droit, or ils l'ont filmée dans notre ancienne maison. » Reed se redressa exactement comme il l'avait pensé.
Ils avaient utilisé l'ancienne maison de Willa pour faire la fausse vidéo. Cela signifiait qu'ils y avaient encore accès ou qu'ils l'avaient prise depuis longtemps. Knox entra en courant après son frère, respirant fort. Il avait écouté à la porte et ne pouvait plus se retenir. Et la voix de l'homme aussi, dit Knox, ses yeux ronds écarquillés. Je l'ai entendu. Je me souviens de cette voix. Willa se tourna vers son fils, choqué. Où l'as-tu entendu? Knox secoua la tête. Au terrain de jeu, la semaine dernière, un homme est venu vers Miles et moi. Il nous a demandé comment nous nous appelions, où nous habitions, où maman travaillait. Willa eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Quelqu'un avait approché ses enfants. Au terrain de jeu, le seul endroit qu'elle avait cru sûr. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda Willa, sa voix se brisant. Knox haussa un peu les épaules. Je ne lui ai rien dit. Tu nous as dit de ne pas le faire, ne pas parler aux inconnus, ne pas donner notre adresse, ne pas partir avec n'importe qui. Je m'en suis souvenu. Mais je me suis souvenu de sa voix aussi. Rauque, lente, comme s'il essayait de ne pas tousser. Reed se tenait en silence, écoutant. Pièce par pièce, le puzzle commençait à s'emboîter dans son esprit. Le camion garé là depuis 3 jours. Brody s'introduisant dans le manoir la nuit dernière. La fausse vidéo filmée dans l'ancienne maison de Willa. L'inconnu approchant les jumeaux au terrain de jeu. Ce n'était pas impulsif, c'était un plan. Il surveille votre famille depuis avant que je ne le sache, dit Reed, sa voix basse comme un tonnerre lointain. Depuis avant que vous ne veniez travailler ici, peut-être même depuis avant la disparition de Brody. Willa resta figée, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne pouvait pas se dire un mot. Elle ne savait même pas quel mot existait. Toute sa vie et celle de ses enfants avaient été sous l'œil d'un ennemi dont elle ignorait même l'existence. Reg s'approcha de Reed, sa voix basse. Cela a été planifié depuis longtemps, monsieur. Ils l'ont préparé avec soin. Reed hocha la tête, ses yeux froids comme de l'acier. Et aujourd'hui est le jour où ils passent à l'action. Reg posa la question sans détour, sa voix tendue comme un fil. Allez-vous à cette intersection? La question resta en suspens dans l'air de la salle de contrôle. La lumière bleue vacillait toujours sur les moniteurs, projetant sa lueur sur des visages tendus. 15 minutes. C'était le délai qu'il lui avait donné. 15 minutes pour que Reed Ashford décide s'il allait tomber dans le piège qu'il lui avait déjà tendu. Reed était silencieux. Il ne regarda pas Reg. Il ne regarda pas le téléphone toujours posé sur la table. Ses yeux se tournèrent plutôt vers Willa et les jumeaux debout dans le coin de la pièce. Miles était toujours calme, ses yeux bruns observant tout. Knox se serrait contre sa mère, sa petite main agrippée fermement à sa chemise. Willa tremblait, ses yeux rougis fixés sur Reed avec une inquiétude manifeste. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de cet homme. Elle demanda d'une petite voix tremblante. « Si vous y allez, que feront-ils? » Reed répondit d'un ton régulier, comme s'il parlait de quelque chose d'évident. « Ils vont tendre une embuscade. L'intersection était l'endroit parfait pour ça. 3 immeubles de grande hauteur autour, 2 ruelles qui en sortent et un passage supérieur. Ils attendront que j'arrive, puis fermeront toutes les sorties. » Il marqua une pause d'1 seconde, puis ajouta, exactement comme Miles l'avait prédit. Miles s'avança, quittant le côté de sa mère pour se tenir devant Reed. Il dut pencher la tête en arrière, juste pour regarder le visage de l'homme qui mesurait près d'1 mètre de plus que lui, mais il ne montra aucune peur. Ses yeux bruns se fixèrent sur les yeux gris de Reed, stables et résolus. « Je vous l'ai dit, dit Miles, sa voix calme résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Vous ne devez pas y retourner, quoi qu'il arrive. » Reed baissa les yeux sur le garçon. 6 ans. Pas assez grand pour voir par-dessus la balustrade du balcon sans se mettre sur la pointe des pieds. Pas assez âgé pour lasser ses propres chaussures sans aide, mais cet enfant avait fait ce que les 20 gardes du corps les plus aguerris de Reed n'avaient pas réussi à faire. Le garçon avait vu le danger, avait donné l'alerte, lui avait sauvé la vie sans même le savoir. Reed avait rencontré beaucoup de gens dans sa vie. Des rois impitoyables, des politiciens rusés, des tueurs de sang-froid, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un de plus courageux que le garçon de 6 ans qui se tenait devant lui. « Je n'y vais pas, » dit Reed. Willa laissa échapper un souffle et ses épaules s'affaissèrent comme si 1000 kilos venaient d'être soulevés. Knox resserra sa prise sur la main de sa mère, comme s'il craignait que s'il lâchait, tout s'effondrerait.
Mais Reg était stupéfait. Il regarda Reed avec une confusion manifeste. Mais la réunion avec le conseil, monsieur, ils attendent. Si vous n'y allez pas, Reed le coupa, sa voix n'admettant aucune discussion. La réunion peut être reportée, le conseil peut attendre. Ils m'ont attendu pendant 20 ans. Ils peuvent attendre un jour de plus. Il se tourna vers Reg, ses yeux vifs comme des lames. Chaque ordre sortit clair et final, comme le coup d'un marteau. Verrouillez le domaine. Surveillez toutes les fréquences. Si un appel arrive, je veux qu'il soit tracé immédiatement. Vérifiez chaque personne dans cette maison, des gardes au personnel. Je veux savoir qui était où et quand. Personne n'entre ni ne sort jusqu'à ce que je le dise. Reg hocha la tête, son visage se durcissant avec détermination. Oui, monsieur. Il se tourna et sortit rapidement de la pièce pour exécuter l'ordre. Reed se retourna vers Willa. Elle était toujours là, ses yeux ambrés fixés sur lui avec un mélange de gratitude et de confusion. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme avait choisi de rester au lieu d'aller à la réunion importante. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait choisi de la protéger au lieu de tomber dans le piège pour prouver sa force. « Vous et les garçons allez dans la salle de sécurité avec Patty », dit Reed, son ton s'adoucissant un peu, bien qu'il gardât sa fermeté. « Vous y resterez jusqu'à ce que je dise que c'est sûr. La pièce est insonorisée, isolée, dispose de son propre système de filtration d'air et assez de nourriture et d'eau pour une semaine. Vous serez en sécurité. » Willa hocha la tête puis demanda d'une voix si basse qu'elle semblait craindre de briser quelque chose de fragile. « Et vous? » Reed la regarda un long moment. Ses yeux gris, pour la première fois depuis ce matin, contenaient la plus faible trace de quelque chose de plus chaud. Pas grand-chose. Juste une lueur, mais Willa la vit. Je vais m'occuper des gens qui pensent pouvoir menacer ceux qui sont sous mon toit. Willa cligna des yeux. Ceux qui sont sous mon toit? Qu'est-ce qu'il venait de dire? Elle n'était pas sa famille. Elle n'était que la gouvernante, la femme qu'il avait engagée pour cuisiner et nettoyer. Mais il avait dit « ceux qui sont sous mon toit », comme si elle et ses fils appartenaient à cet endroit, comme s'ils faisaient une partie de quelque chose qu'il devait protéger. Knox tira sur la main de sa mère, sa voix petite. « Maman, allons-y. Patty attend. » Willa hocha la tête et se ressaisit. Elle prit les deux garçons par la main et se dirigea vers la porte où Patty attendait. Mais en passant devant Reed, elle s'arrêta une seconde. Une seule. Elle tourna la tête, le regarda et murmura deux mots. « Merci. » Reed ne dit rien. Il fit seulement un léger signe de tête, bref et presque trop petit pour être remarqué, mais pour Willa, c'était tout ce dont elle avait besoin. Elle sortit de la pièce, emmenant Miles et Knox à la suite de Patty. La porte se referma derrière eux. La salle de contrôle ne contenait plus que Reed, seul au milieu de dizaines de moniteurs vacillant de lumière bleue. Il se tenait là, le dos droit, les épaules larges, regardant l'écran qui montrait le camion blanc toujours immobile au coin de la rue. Leurs 15 minutes étaient presque écoulées et Reed Ashford n'avait aucune intention d'aller où que ce soit. La salle de sécurité se trouvait au plus profond du manoir, cachée derrière 3 couches de portes en acier et un système de reconnaissance biométrique auquel seuls quelques privilégiés avaient accès. Les murs d'acier faisaient plus de 20 cm d'épaisseur, complètement insonorisés, isolant le monde intérieur de tout son extérieur. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de caméra montrant l'extérieur. Une fois la porte fermée avec le clic sec de la serrure électronique, il n'aurait aucun moyen de savoir ce qui se passait de l'autre côté. C'était une protection et en même temps une forme d'isolement effrayante. Willa était assise sur le canapé en velours gris au centre de la pièce. Ses 2 bras étaient enroulés fermement autour de Miles et Knox, comme si elle craignait que s'il lâchait, quelqu'un lui arracherait ses enfants. La pièce était plus grande qu'elle ne l'avait prévu, meublée comme un petit appartement avec une cuisine compacte, une salle de bain et plusieurs lits pliants soigneusement faits et rangés dans un coin. Une douce lumière dorée tombait du plafond, faisant de son mieux pour créer une sensation de chaleur à l'intérieur de ces murs d'acier froid. Patty se tenait à côté de la porte en acier scellé, arborant l'expression calme de quelqu'un de longue date habitué aux moments de crise. Ses mains ridées étaient jointes devant son ventre, ne tremblant pas du tout. 20 ans passés à l'intérieur du manoir Ashford lui avaient appris que la panique ne résolvait jamais rien. Knox s'agita dans les bras de sa mère, ses grands yeux ronds observant la pièce inconnue. Il demanda doucement, sa jeune voix portant à travers le silence, « Maman,
Est-ce qu'on va s'en sortir? Willa caressa les cheveux doucement bouclés de son fils et essaya de sourire pour le rassurer, bien que ses lèvres tremblassent encore. On va s'en sortir, mon chéri. Monsieur Ashford nous protégera. Elle le dit. Et pour la première fois en 2 ans, elle crut vraiment aux mots qui sortaient de sa bouche. Miles resta silencieux, assis à côté de sa mère, le petit carnet de dessins grossiers toujours sur ses genoux. Il ne dessinait plus rien. Il était simplement assis là, ses yeux bruns fixés sur le vide, comme s'il pensait à quelque chose de très lointain. Son esprit de 6 ans essayait d'assembler les pièces que les adultes avaient accidentellement laissées tomber devant lui. Papa est vivant. Papa travaille pour de mauvaises personnes. Papa veut faire du mal à maman. Ces pièces ne correspondaient pas aux souvenirs qu'il portait encore. Des souvenirs de l'homme qui le soulevait sur ses épaules, qui racontait des histoires avant de dormir, qui achetait des glaces aux 2 frères chaque samedi après-midi. Knox se tourna vers Patty, la curiosité dans les yeux. « Mademoiselle Patty, est-ce que Monsieur Ashford est vraiment bon à ça? » Patty sourit, le sourire d'une grand-mère qui avait été témoin de trop de hauts et de bas pour être comptée. « Il est très bon à ça, mon chéri, meilleur que quiconque que j'ai jamais connu. Personne n'a jamais pu faire de mal aux gens qu'il protège, pas une seule fois. » Knox sembla satisfait de la réponse. Il appuya sa tête contre l'épaule de sa mère, ses yeux commençant à se fermer. La tension et la peur avaient drainé toute l'énergie du petit garçon. Willa regarda Patty, la curiosité vacillant à travers son inquiétude. « Vous travaillez pour lui depuis longtemps? » Patty hocha la tête, sa voix s'abaissant comme si elle remontait dans des années lointaines. 20 ans, depuis avant qu'il ne soit quelqu'un, à l'époque où il n'était qu'un jeune homme mince aux yeux froids et aux mains qui ne tenaient que de la détermination. Willa fut surprise. Elle avait toujours supposé que Reed Ashford était né puissant, né riche, né le parrain que toute la ville craignait. Elle n'avait jamais imaginé qu'il y avait eu un temps où il n'avait été rien du tout. Miles leva la tête, ses yeux bruns se posant sur Patty avec un sérieux inhabituel. « Il n'a pas de parents. » Patty regarda le garçon et son expression s'adoucit. Elle savait que Miles était un enfant spécial, observateur, silencieux, capable de comprendre des choses que les adultes supposaient que les enfants ne pouvaient pas saisir. « Il est devenu orphelin très jeune, mon chéri, » dit doucement Patty, comme si elle racontait une vieille histoire. « Il a grandi dans des foyers, puis dans la rue. Il n'avait personne sur qui compter, à part lui-même. Il a construit tout ce qu'il a aujourd'hui de ses propres mains. » Knox, bien qu'à moitié endormi, l'entendit quand même. Il pencha légèrement la tête et demanda d'une voix somnolente. « Alors, il est seul? » La question innocente d'un enfant de 6 ans fit tomber le silence dans la pièce. Patty ne dit rien pendant un long moment. Ses vieux yeux se tournèrent vers la porte d'acier, comme si elle pouvait voir à travers, comme si elle pouvait voir Reed debout seul dans la salle de contrôle, faisant face à ses ennemis comme il avait fait face à tout dans la vie. « Seul. Oui, mon chéri, » dit finalement Patty, sa voix presque comme un soupir. « Il est très seul. Pendant les 20 ans que j'ai passés ici, je ne l'ai jamais vu vraiment proche de quelqu'un. Il n'a jamais vraiment eu de famille. » Willa regarda vers la porte d'acier et son cœur se serra d'un sentiment qu'elle ne pouvait même pas nommer. L'homme que tout New York craignait, l'homme le plus puissant de la ville, l'homme qui venait de dire qu'il protégerait ceux qui étaient sous son toit, n'avait jamais eu de famille, avait vécu seul toute sa vie. Le silence s'étira. Personne ne dit rien d'autre. Il n'y avait que la respiration régulière de Knox, déjà endormi dans les bras de sa mère, et le faible bourdonnement du système de filtration d'air dans le coin. Puis soudain, le téléphone dans la poche de Willa vibra. Willa sursauta si fort qu'elle faillit laisser tomber le garçon endormi. Elle déposa rapidement Knox sur le canapé, puis sortit son téléphone et regarda l'écran, et elle se figea. L'ancien numéro, la série de chiffres qu'elle avait supprimés de ses contacts 2 ans plus tôt. Le numéro qu'elle avait cru disparu lorsque son propriétaire avait disparu. Le numéro de Brody. Le visage de Willa devint blanc comme du papier. Sa main tremblait si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. L'écran brillait toujours, montrant toujours ce numéro familier, assez familier pour faire mal, vibrant encore et encore comme pour lui rappeler que le passé ne meurt jamais vraiment. Miles regarda sa mère, l'alerte brillant dans ses yeux. « Maman, qui appelle? » Willa ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Sa gorge s'était nouée. Chaque mot qui voulait sortir mourait sur sa langue.
Sa main tremblait alors qu'elle tenait le téléphone qui continuait de vibrer. L'écran lumineux comme l'œil d'un démon fixant à travers l'obscurité. Ce numéro n'était pas censé exister. Cet homme n'était pas censé être encore en vie. Mais l'écran ne mentait pas, et Brody appelait. Le téléphone continuait de vibrer. Le bourdonnement régulier résonnait dans le silence de la salle de sécurité, comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. Willa fixait l'écran comme hypnotisé, ses yeux ambrés, incapables de quitter le numéro familier qui y clignotait. Le numéro du passé. Le numéro du mari qu'elle avait cru mort. Patty s'approcha, ses yeux vieillis se posant sur Willa avec inquiétude. « Qui appelle, ma chère? » Willa ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Son doigt tremblant bougea comme s'il avait sa propre volonté, appuyant sur le bouton de réponse avant que son esprit ne puisse lui dire de s'arrêter. Elle ne mit pas l'appel sur haut-parleur, mais dans le silence haletant de la pièce, tout le monde entendit clairement la voix de l'homme à l'autre bout du fil. Willa. Un mot, un seul, mais il suffit à raidir tout le corps de Willa. Cette voix familière, cette voix profonde et chaleureuse qu'elle avait autrefois aimée. La voix qu'elle entendait chaque nuit dans ses rêves, pour se réveiller avec son oreiller trempé de larmes, en se souvenant qu'il était parti. Mais cette voix était là maintenant, en ce moment même, sortant du téléphone dans sa main. Willa suffoqua, ses lèvres bougeant avant qu'elle ne parvienne finalement à forcer un seul mot. « Brody? » Miles et Knox sursautèrent tous les deux en entendant ce nom. Knox, qui venait de s'endormir dans les bras de sa mère, se redressa d'un coup, ses yeux ronds écarquillés fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'une créature d'un autre monde. Il se serra contre sa mère, sa petite main agrippant sa chemise, des larmes remplissant déjà ses yeux, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il avait soudainement envie de pleurer. Miles était différent. Le garçon se leva, le dos droit, ses yeux bruns fixés sur le téléphone comme s'il regardait un ennemi. Pas de peur, pas de surprise, seulement la lassitude froide d'un enfant qui avait déjà appris qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. La voix de Brody continua à travers le téléphone, la voix d'un homme essayant de rester calme, bien que quelque chose d'urgent tremblât en dessous. « Tu m'entends? Toi et les garçons devez sortir de là, tout de suite. Il n'y a pas le temps d'expliquer. » Will le demanda, sa voix brisée comme du verre. « Où es-tu? Tu es en vie? » « 2 ans, Brody. Où étais-tu pendant 2 ans? Pourquoi ne nous as-tu pas contactés? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais mort? » « J'expliquerai plus tard, dit Brody, sa voix précipitée. « Pour l'instant, tu dois m'écouter. Portail est du domaine dans 10 minutes. Viens seul avec les garçons. Ne le dis à personne. Ne le dis pas à Ashford. » Willa se leva, tout son corps tremblant comme une feuille dans la tempête. Douleur, colère, peur. Tout cela se tordait en une tempête dans sa poitrine. « Tu nous as abandonnés, dit-elle, sa voix presque un cri étouffé en quelque chose de plus petit. 2 ans. Tu nous as laissés vivre dans la peur, sans savoir si tu étais vivant ou mort. Des collecteurs de dettes sont venus frapper à la porte au milieu de la nuit. J'ai dû prendre les garçons et fuir d'un endroit à l'autre. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes parce que je pensais que mon mari avait été tué. Et maintenant tu appelles et tu me dis de venir avec toi comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. » Silence à l'autre bout du fil. 1 seconde. 2, 3. Puis Brody parla de nouveau, sa voix plus basse, comme s'il essayait d'expliquer quelque chose qu'il savait déjà ne serait jamais accepté. « J'ai fait ce que je devais faire pour protéger ma famille. » « Protéger? » Willa rit et le son amer résonna dans la pièce d'acier. « Tu appelles ça de la protection? Laisser ta femme et tes enfants sans un mot? Les laisser vivre dans la peur pendant 2 ans? C'est comme ça que tu protèges ta famille? » Brody continua, sa voix plus tendue maintenant. « Ashford est un homme dangereux, Willa. Tu ne devrais pas être là. Les garçons ne devraient pas être là. Ce n'est pas un homme bien. Il t'utilise juste pour ses propres raisons. » Willa secoua la tête, même si elle savait que Brody ne pouvait pas la voir. « C'est la seule personne qui nous a donné un endroit où vivre quand tu as disparu. C'est le seul qui nous a protégés quand les gens sont venus nous mettre la pression. Il ne nous a pas abandonnés comme tu l'as fait. » Knox, entendant la voix de l'homme qu'il avait autrefois appelé papa, ne put plus se retenir. Des larmes coulèrent sur ses joues et le garçon murmura d'une petite voix brisée. « Papa! »
La voix de Brody s'adoucit en entendant la voix de son fils. Knox, c'est toi? Tu vas bien? Tu me manques tellement. Miles aussi me manque. Je suis désolé d'avoir dû partir, mais j'ai tout fait pour vous, les garçons. Miles s'avança et se tint à côté de sa mère, sa voix coupant, froide comme la glace. Tu n'es plus notre père. Un lourd silence tomba à l'autre bout du fil. Willa regarda son fils, stupéfaite. Miles, 6 ans, se tenait là, les épaules droites et le regard fixe, prononçant les mots qu'elle n'avait pas pu dire elle-même. Brody répondit, sa voix tendue comme un fil prêt à se rompre. Miles, tu ne comprends pas. J'ai tout fait pour notre famille. J'ai dû partir pour protéger ta mère et ton frère. Si j'étais resté, ils auraient... Tu as abandonné maman, coupa Miles, ne laissant aucune chance à Brody de s'expliquer. Tu l'as laissé pleurer toutes les nuits. J'ai tout entendu. J'étais dans ma chambre et je l'entendais pleurer dans son oreiller, pensant que je ne savais pas. Mais je savais. J'ai tout entendu. Willa regarda son fils, des larmes coulant sur son visage. Elle avait pensé l'avoir si bien caché. Pensé que les nuits où elle pleurait seule dans sa chambre, les garçons n'avaient jamais su. Mais Miles avait su. Le garçon avait entendu. Il avait compris. Il avait porté cette douleur en silence pendant qu'elle essayait de le protéger. Miles continua, sa voix si calme que c'en était presque effrayant. Calme d'une manière qui n'appartenait pas à un enfant de 6 ans, mais à un homme adulte qui avait déjà trop vu du monde. Monsieur Ashford n'est pas parti, il est là, il nous protège. Il a dit que nous sommes sous son toit, nous n'allons nulle part. Brody resta silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix n'était plus douce comme elle l'avait été avec Knox. Elle était froide, dure, la voix d'un homme livrant un ultimatum. Willa, tu as 10 minutes pour réfléchir. Portail est, si tu ne sors pas, je ne peux pas garantir ce qui se passera ensuite. L'appel se termina. La tonalité morte retentit d'un instant, puis s'arrêta. Willa fixa le téléphone dans sa main, l'écran maintenant sombre, ne reflétant que son visage pâle. Puis elle regarda ses fils. Knox pleurait toujours, des larmes coulant sur ses joues rondes, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sachant que c'était grave. Miles se tenait droit, ses petites mains serrées en poing, prêt à protéger sa mère et son frère de tout ce qui allait arriver. Le silence s'installa sur la salle de sécurité comme une lourde couverture tombant sur chaque personne à l'intérieur. Seul le son doux des pleurs de Knox, ses petits sanglots brisés s'élevant à intervalles réguliers, et la respiration rapide de Willa alors qu'elle luttait pour contrôler la panique qui montait dans sa poitrine, perturbaient l'immobilité. 10 minutes. Brody lui avait donné 10 minutes pour décider. Le téléphone dans sa main semblait maintenant aussi lourd que Milton. Chaque seconde qui passait était un rappel que le temps s'écoulait. Patty s'avança, ses mains ridées se posant doucement sur les épaules de Willa. Sa voix était calme comme la surface d'un lac immobile, la voix de quelqu'un qui avait vu trop de tempêtes pour être secoué par un peu de vent. Vous ne devez pas sortir. Willa hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur le téléphone dans sa main, comme s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, lui offrir une réponse. Je sais. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Le portail était un piège. Brody n'avait pas appelé pour la conduire en lieu sûr. Il avait appelé pour la tirer dans la gueule du loup. L'homme qu'elle avait autrefois aimé, le père de ses 2 fils, travaillait maintenant pour l'homme qui la voulait morte. Cette vérité faisait plus mal que n'importe quelle lame. Knox se serra contre sa mère, des larmes trempant son petit visage rond. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il comprenait que papa avait appelé, que papa voulait qu'il vienne et que maman pleurait. « Maman, murmura Knox, sa voix tremblante. « Papa veut qu'on y aille. » Willa le serra fort, sa main caressant les boucles douces de ses cheveux, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant, chaque fois qu'il avait eu peur ou était triste. « Je sais, mon chéri, je sais. » Mais Miles était différent. Le garçon se tenait devant sa mère et son frère, le dos droit, les épaules aussi larges qu'un corps de 6 ans pouvait l'être, comme un petit soldat montant la garde à la porte. Ses yeux bruns ne portaient plus l'innocence de l'enfance. Il semblait plus vieux maintenant, résolu, rempli d'une protection féroce pour les personnes qu'il aimait. « Maman, dit Miles, sa voix si stable que Willa dut lever la tête et le regarder. Il nous a quittés. Il t'a laissé seul avec nous. 2 ans. Pendant 2 ans, tu as dû tout faire toute seule.
Travailler, cuisiner, m'emmener à l'école, payer le loyer, t'occuper de tout. Il n'était pas là. Willa regarda son fils aîné, des larmes coulant sur ses joues. Elle voulait dire quelque chose, voulait expliquer, voulait protéger l'image de leur père dans le cœur de ses fils, mais elle ne le pouvait pas, parce que tout ce que Miles disait était vrai. Miles, je ne veux pas aller avec quelqu'un qui nous a abandonnés, continua Miles, sa voix inébranlable. J'aime être ici. J'aime M. Ashford. Il nous a donné nos propres chambres. Il ne te crie jamais dessus. Il a dit que nous sommes sous son toit. Knox leva les yeux et hocha la tête à travers ses larmes. J'aime ça aussi. M. Ashford nous donne de la bonne nourriture. Mademoiselle Patty nous fait des biscuits. Notre chambre a de grandes fenêtres qui donnent sur le jardin. Dans l'ancienne maison, on devait dormir dans le même lit parce que la chambre était trop petite. Willa regarda ses enfants, les enfants qu'elle s'était battue pour protéger pendant 2 longues années, maintenant debout devant elle et lui disant ce qu'ils voulaient. Ils voulaient rester. Ils avaient trouvé la sécurité dans cet endroit, à l'intérieur du manoir du parrain de la mafia que toute la ville craignait. Et ils ne voulaient pas partir. Willa serra ses 2 garçons dans ses bras et pleura. Ses larmes tombèrent sur les cheveux de Miles et Knox, se mêlant à la douleur et à un étrange soulagement inattendu. Elle n'avait pas à faire le choix seule. Ses fils avaient déjà choisi. Patty se tenait tranquillement près de la porte, observant la scène se dérouler devant elle avec de vieux yeux qui avaient vu trop de haut et de bas dans la vie. Elle savait que c'était un moment important, un moment qui changerait la vie de tous les 3, un moment où ils choisissaient l'avenir plutôt que le passé. « Willa, murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée que tu doives traverser ça. Je suis désolée que votre père... » Miles secoua la tête et la coupa. « Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de papa. C'est lui qui a choisi de partir. C'est toi qui as choisi de rester. » Knox hocha la tête en signe d'accord. « Tu es la meilleure maman du monde entier. Je t'aime le plus. » Willa sourit à travers ses larmes, le premier sourire qu'elle avait réussi à esquisser depuis l'appel de Brody. Elle serra ses fils plus fort, sentant la chaleur de leur petit corps se blottir contre le sien. C'était sa famille. C'était tout ce dont elle avait besoin. Après un moment, Willa leva la tête et regarda Patty. Ses yeux ambrés étaient encore gonflés de larmes, mais il y avait de la résolution en eux maintenant. « Nous restons ici, dit-elle, sa voix claire, bien qu'encore instable. Nous n'allons nulle part. » Patty hocha la tête et sourit doucement. C'était le sourire de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour savoir quand une personne avait fait le bon choix. « La bonne décision, ma chère. Le maître sera très heureux de l'apprendre. » Willa baissa les yeux sur le téléphone dans sa main. L'écran était noir et immobile, mais il contenait toujours le numéro de Brody dans ses contacts, le numéro du passé, le numéro de la trahison, le numéro de l'homme qui l'avait abandonné. Elle ouvrit ses contacts, trouva le numéro de Brody et le supprima. Sans hésitation, sans regret. « Le passé est terminé, » murmura-t-elle, principalement pour elle-même plus que pour quiconque. « Maintenant, nous regardons vers l'avenir. » Miles hocha la tête et pour la première fois, un petit sourire effleura son visage, le sourire d'un enfant qui avait trop porté et qui commençait enfin à voir la lumière. Knox essuya ses larmes avec le dos de sa main, puis demanda, sa voix encore épaisse d'émotion. « Maman, est-ce que M. Ashford va revenir? Il a dit qu'il nous protégerait. » Willa regarda vers la porte d'acier, la barrière qui les séparait du monde extérieur, où Reed faisait face aux personnes qui menaçaient sa famille. « Je crois qu'il reviendra, dit-elle, et pour la première fois depuis très longtemps, elle crut vraiment aux mots qu'elle disait. Comme pour lui répondre, des bruits de pas retentirent à l'extérieur de la salle de sécurité, réguliers, certains, les pas d'un homme familier. Le bip doux du système biométrique retentit, puis la porte d'acier s'ouvrit lentement. Reed Ashford se tenait là, ses vêtements toujours parfaitement en ordre, sans un seul pli. Ses yeux parcourant les 3 d'un regard rapide mais approfondi, vérifiant s'ils étaient en sécurité, vérifiant si quelqu'un était blessé, vérifiant si tout allait bien. Son regard se posa sur le visage taché de larmes de Willa, puis descendit sur Miles et Knox, debout près de leur mère. Et à ce moment-là, quelque chose vacilla dans ses yeux gris glacés, une trace de chaleur, une trace de soulagement, comme s'il venait de trouver quelque chose qu'il cherchait depuis toujours, depuis 20 ans, sans même le savoir.
Reed entra dans la salle de sécurité, sa démarche aussi assurée que jamais, sans aucun signe qu'il venait de traverser une situation tendue. Reg le suivit, le visage du garde du corps arborant son expression grave habituelle, bien que ses yeux balayassent rapidement la pièce, vérifiant tout comme l'habitude s'était depuis longtemps installée dans son sang. Knox glissa du canapé, ses petits pieds touchant le sol, et commença à courir vers Reed comme il le faisait toujours chaque fois qu'il voyait quelqu'un qu'il aimait. Mais il s'arrêta, soudainement timide, se tenant à quelques pas, ses grands yeux ronds encore humides de larmes alors qu'il levait les yeux vers le grand parrain. Le petit garçon ne savait pas s'il devait se jeter dans ses bras ou non, ne savait pas si ce serait permis, ne savait pas si Reed le voudrait ou non. Reed regarda Knox, ses yeux passant sur le visage rond encore humide de larmes. Puis il regarda Miles, debout droit à côté de sa mère avec l'expression solennelle d'un petit soldat qui venait de terminer sa mission. Puis il regarda Willa. Son regard s'arrêta sur ses yeux rougis, sur les traces de larmes encore accrochées à ses joues, sur la façon dont ses mains tremblaient encore légèrement, malgré tous ses efforts pour les contrôler. Il vit tout cela, comprit tout cela. Tout a été réglé, dit Reed, sa voix aussi égale que s'il donnait un rapport sur la météo. Le camion est parti, les hommes à l'intérieur ont été identifiés. Ils ne sont pas entrés dans le domaine. Willa laissa échapper un long souffle, ses épaules s'affaissant comme si 1000 kilos venaient enfin d'être soulevés. Elle demanda d'une petite voix, comme si elle avait peur de la réponse. Et Brody? Reed répondit d'un ton sans la moindre émotion, froid comme la glace d'hiver. Nous l'avons. Reg vient de m'informer qu'ils l'ont intercepté près du portail Est. Il est déjà en garde à vue et il parle. Il ne vous menacera plus. Willa hocha la tête et ne demanda rien de plus. Elle ne voulait pas connaître les détails, ne voulait pas savoir ce que Reed avait fait pour s'assurer que Brody ne reviendrait pas. Il y avait des choses qu'elle n'avait pas besoin de savoir, des choses qu'elle ne devait pas savoir, et des choses qu'elle choisissait de ne pas savoir pour pouvoir continuer à vivre. Reed la regarda un long moment, ses yeux semblant lire chaque pensée dans son esprit. Il vous a appelé. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Reed savait, bien sûr qu'il savait. Willa, répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Vous saviez? Reed fit un léger signe de tête. Je suis au courant de chaque appel qui entre et sort de ce domaine. Même lorsque les signaux sont bloqués, le système les enregistre quand même. Je sais qu'il vous a appelé. Je sais ce qu'il a dit. Je sais qu'il vous voulait au portail et c'était dans 10 minutes. Un lourd silence remplit la pièce. Willa ne savait pas ce qu'elle était censée dire. Reed avait tout entendu, savait tout, savait même que Brody lui avait dit de partir. Of Pano, savait ce que Miles avait dit à son propre père. Reed demanda, sa voix toujours stable, mais avec quelque chose d'autre à l'intérieur, quelque chose que Willa ne pouvait pas tout à fait nommer. Vous n'êtes pas parti? Willa regarda les deux garçons debout à côté d'elle, puis se retourna vers Reed. Ses yeux ambrés rencontrèrent ses yeux gris glacés, et elle répondit d'une voix claire sans la moindre hésitation. Non, nous restons ici. Miles s'avança et se tint à côté de sa mère, levant la tête pour regarder Reed. Nous avons pris notre décision, dit le garçon, sa voix ferme d'une manière qui semblait presque adulte. Nous ne voulons pas partir avec quelqu'un qui nous a abandonnés. Nous voulons rester ici, avec maman et avec vous. Reed regarda le garçon, ses yeux illisibles comme toujours. Mais quelque chose en eux avait changé. Une trace de chaleur, une trace de douceur, même si ce n'était que pour un instant. Après un moment, il fit un léger signe de tête, juste un bref signe de tête. Bien, un seul mot, mais Willa vit les épaules de Reed se détendre un peu. Vit l'attention sur son visage s'adoucir au plus petit degré. Comme s'il avait attendu cette réponse, comme s'il avait eu peur que la réponse soit différente. Knox, sentant que la pièce s'était adoucie, se rapprocha d'un pas de Reed. Il pencha la tête en l'air, ses yeux ronds fixés sur le grand parrain. « Monsieur Ashford, vous allez bien? » Reed baissa les yeux sur le garçon, et pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, quelque chose comme l'ombre d'un sourire passa sur sa bouche. « Je vais bien, Knox. » Reed se tourna vers Reg et sa voix redevint froide, comme d'habitude. « Préparez la voiture. J'ai une réunion à laquelle je dois assister. » Willa le regarda, surprise, ses yeux s'écarquillant. « Vous y allez quand même, après tout ce qui vient de se passer? » Reed la regarda,
ses yeux vifs comme de l'acier trempé. Quelqu'un doit faire face aux conséquences de ce qu'il a fait aujourd'hui et je vais m'assurer que cela se produise. Reed se préparait à partir. Il se tenait devant le grand miroir de la salle de sécurité, redressant sa veste de costume gris anthracite, lissant chaque pli le long des revers jusqu'à ce qu'il soit parfaitement plat. La Patek Philippe à son poignet captait la chaude lumière jaune. Sa trotteuse se déplaçait avec une certitude mesurée et régulière, comme le battement de cœur de l'homme qui la portait. Calme, certain, sans le moindre tremblement. Willa le regardait, ses yeux ambrés, encore assombris par une inquiétude qui ne s'était pas encore estompée. Elle savait que Reed était sur le point d'entrer dans la fosse aux lions, savait qu'il allait affronter les personnes qui avaient osé la menacer. Elle et ses fils savaient que dans la pègre, tout pouvait changer un seul instant. « Vous allez rencontrer le conseil, dit-elle, sa voix calme et légèrement instable. « Est-ce dangereux? » Reed répondit brièvement, sans se tourner pour la regarder. « Pas pour moi. » Il marqua une pause, puis ajouta, sa voix froide comme la glace. « Pour Vance, oui. » Willa ne demanda rien de plus. Elle comprenait qu'il y avait des choses que Reed ne disait pas, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'elle n'était pas censée les savoir. Son monde avait ses propres règles, ses propres secrets, et elle n'était que quelqu'un qui se tenait à sa lisière. Mais d'une manière ou d'une autre, elle croyait qu'il s'en sortirait. Reed se tourna vers Patty, la gouvernante aux cheveux argentés, qui se tenait toujours tranquillement à côté de la porte d'acier. « Restez ici avec eux. Personne ne sort jusqu'à mon retour. S'il se passe quoi que ce soit, appelez Reg immédiatement. » Patty hocha la tête, ses vieux yeux toujours brillants de résolution. « Oui, monsieur, je les protégerai de ma vie s'il le faut. » Reed fit un bref signe de tête, puis se dirigea vers la porte. Ses pas étaient réguliers et assurés, comme s'il partait pour une promenade dans le parc, plutôt que de se préparer à affronter les ennemis les plus dangereux de la ville. Mais avant qu'il ne puisse sortir, une petite voix s'éleva dans la pièce silencieuse. « Tu reviendras, n'est-ce pas? » Reed s'arrêta, son pied se figea sur le seuil comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Il se retourna. Miles se tenait là, au milieu de la pièce, son petit carnet de croquis toujours à la main, ses yeux bruns fixés sur Reed sans s'ébranler. Le garçon ne pleurait pas, ne tremblait pas. Il se tenait simplement là et posait la question la plus simple du monde. « Tu reviendras, n'est-ce pas? » Reed resta immobile un long moment. Au cours des 20 dernières années, il avait entendu d'innombrables questions. Des questions sur l'argent, le pouvoir, les marchés, les vies. Des questions d'alliés, d'ennemis, de personnes suppliant et de personnes menaçant, mais jamais, pas une seule fois, quelqu'un ne lui avait demandé cela. Depuis combien de temps personne ne lui avait demandé s'il reviendrait? Y avait-il jamais eu quelqu'un qui attendait son retour? Reed s'abaissa, s'agenouillant sur un genou, pour que ses yeux soient au niveau de ceux du garçon. La distance entre le puissant parrain et l'enfant de 6 ans se réduisit à quelques centimètres. Ses yeux plongèrent dans ses yeux bruns et clairs. « Je reviendrai, » dit Reed, sa voix plus basse que d'habitude, comme s'il disait quelque chose de plus important que n'importe quel accord commercial qu'il ait jamais conclu. Miles ne s'y a pas. « Tu le promets? » Reed était silencieux. Il ne faisait jamais de promesses. En 20 ans, il avait appris que les promesses étaient les choses les plus faciles au monde à briser. Les gens promettaient la loyauté, puis vous trahissaient, promettaient la protection, puis s'enfuyaient, promettaient l'amour, puis partaient. Les promesses n'étaient que des mots vides que les gens utilisaient pour que les autres leur fassent confiance avant de les poignarder dans le dos. Mais en regardant dans les yeux du garçon, Reed vit autre chose. Pas de l'innocence, pas de la faiblesse, de la foi. La foi pure d'un enfant qui avait choisi de lui faire confiance tout en sachant à quel point le monde pouvait être cruel. Reed hocha la tête. « Je le promets. » 2 mots, seulement 2 mots, mais il pesait plus lourd que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars qu'il ait jamais signé. Miles esquissa un petit sourire, son premier sourire depuis ce matin. Puis il recula et prit sa place à côté de sa mère comme s'il avait accompli la tâche qui lui avait été confiée. Knox, ne voulant pas être laissé pour compte, courut se tenir à côté de son frère. Le petit garçon fit un signe de la main à Reed, ses yeux ronds brillants. « Fais attention et reviens vite. Mademoiselle Patty va faire des biscuits et t'attendre. » Reed regarda les 2 garçons debout côte à côte,
puis Willa derrière eux. Elle ne dit rien, ses lèvres pressées l'une contre l'autre, mais ses yeux ambrés étaient remplis de choses qui ne pouvaient pas être dites à voix haute. Inquiétude, gratitude, confiance et quelque chose d'autre que Reed n'osait pas nommer. Il lui fit un léger signe de tête, puis se tourna et sortit de la pièce. Reg le suivit, et la porte d'acier se referma avec un clic qui sonna comme le point final d'une phrase. Ils descendirent le couloir, leurs pas résonnant en rythme régulier sur le sol de marbre poli. Reed ne dit rien, mais dans son esprit, la promesse qu'il avait faite au garçon de 6 ans continuait de résonner encore et encore. « Je le promets, je reviendrai. » En 20 ans, Reed Ashford n'avait jamais rien promis à personne. Et maintenant, il avait promis à un enfant de 6 ans qu'il reviendrait. Cette promesse pesait plus lourd que n'importe quel accord qu'il ait jamais signé, plus lourd que n'importe quelle vie qu'il ait jamais tenue entre ses mains. Parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'attendait. Le Continental se cachait dans une ruelle étroite au cœur de Manhattan, sans enseigne, sans fenêtre donnant sur la rue, seulement une lourde porte en chêne, avec une poignée en laiton ternie par le temps. Un passant ordinaire penserait que ce n'était rien de plus qu'un entrepôt abandonné. Mais ceux qui appartenaient à la pègre savaient que c'était là que les chefs de New York se réunissaient en secret, l'endroit où le vrai pouvoir se décidait, non pas dans des gratte-ciels scintillants ou des salles de conseil polis, mais dans une pièce sombre aux murs épais qui pouvait bloquer tout dispositif d'écoute. Reed entra, avec Reg à ses côtés comme une ombre fidèle. La chaude lumière jaune des vieux lustres se déversait sur la longue table en chêne au centre de la pièce, sa surface brillante reflétant les visages assis autour. 5 hommes, les parrains de la pègre de New York. Garrett était assis en bout de table, le plus âgé d'entre eux, ses cheveux blancs comme la neige, ses yeux profonds portant la sagesse d'un homme qui avait vu bien trop de choses. Franklin était assis à la droite de Garrett, l'homme qui contrôlait le port sud, massif comme un ours. Harrison et Bennett étaient assis l'un en face de l'autre, les deux frères qui détenaient ensemble l'empire de la construction et de l'immobilier souterrain de la ville. Et à l'autre bout de la table, face à la chaise vide réservée à Reed, était assis Cornelius Vance, 50 ans, les cheveux poivre et sel gominés en arrière, un visage aux traits acérés et des yeux aussi rusés qu'un vieux renard. Il portait un costume bleu foncé et une cravate rouge, se prélassant sur sa chaise comme s'il était dans son propre salon. Quand il vit Reed entrer, Vance sourit, le sourire d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. « Ashford, je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai entendu dire que tu avais eu quelques problèmes à la maison ce matin. » Reed ne rendit pas le sourire. Il tira sa chaise et s'assit, le mouvement aussi désinvolte que s'il prenait sa place au petit déjeuner. « Je vais où je veux. » Vance laissa échapper un petit rire et se pencha en avant. « Je suppose que tu étais occupé ce matin à régler quelques problèmes mineurs. J'ai entendu dire que quelqu'un avait menacé ta compagne ou quelque chose comme ça. » Reed ne répondit pas. Il regarda seulement Vance avec des yeux gris aussi froids que de l'acier trempé dans la glace. Ce regard ne contenait aucune colère, aucune haine, seulement le calcul froid d'un homme attendant le bon moment. Garrett, ne voulant pas perdre de temps en provocation, tapota légèrement du doigt contre la table. « Pouvons-nous commencer? Je n'ai pas toute la journée. Il y a une cargaison à gérer avant ce soir. » Reed hocha la tête, mais pas pour accepter de commencer la réunion comme Garrett s'y attendait. « Je ne suis pas venu ici pour une réunion. » Le silence envahit la pièce. 5 paires d'yeux se tournèrent vers Reed. Garrett fronça les sourcils, les rides de son front s'approfondissant. « Alors pourquoi es-tu ici? » Reed ne répondit pas avec des mots. Il glissa une main dans la poche de son costume et en sortit une petite clé USB noire. Il la posa sur la table en chêne poli, puis la poussa doucement vers le centre avec un doigt. Pour accuser, Vance éclata d'un rire bruyant, le son résonnant dans la pièce scellée comme le cri d'un corbeau. « Accuser? M'accuser de quoi? Quelle preuve as-tu? Ou prévois-tu d'inventer des histoires devant le conseil? » Reed ne sourit pas. Il regarda droit dans les yeux de Vance, son regard gris ne sillant pas, sa voix lente et claire, chaque mot tombant comme s'il lisait une condamnation à mort. « Tu as enfreint la règle. » Garrett demanda, son ton devenant plus sérieux. « Quelle règle? » Reed répondit, chaque mot tombant comme un marteau. Il s'en est pris à la famille, aux femmes et aux enfants. Un lourd silence s'installa dans la pièce.
Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Dans la pègre, il y avait de nombreuses règles tacites que tout le monde connaissait, mais une règle se tenait au-dessus de toutes les autres. Une ligne que personne n'était autorisé à franchir, peu importe le pouvoir ou l'argent qu'ils avaient. On ne touche pas aux femmes et aux enfants. Ce n'était pas juste une règle, c'était la loi. Et quiconque l'enfreignait paierait. Vance se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol avec un cri strident. Son visage devint rouge de rage. Elle n'est pas de ta famille. C'est juste une servante, une petite bonne à rien. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette règle contre moi. Reed se leva également, lentement, calmement, comme une panthère s'étirant avant de tuer. Sa voix resta froide comme la glace, insensible à la fureur de Vance. Elle vit dans ma maison, mange ma nourriture, dort sous mon toit. Ces garçons m'appellent une monsieur. Ils jouent dans mon jardin et sont protégés par mes hommes. Elle et ses fils sont sous ma protection. Il regarda autour de la table, ses yeux passant sur chaque parrain, chaque visage écoutant avec une attention aiguë. Sur cette clé USB se trouvent les images de mes caméras de sécurité. Il y a des enregistrements des menaces envoyées à mon téléphone ce matin. Et il y a le témoignage d'un homme qui a autrefois travaillé pour Vance, confirmant qu'il a donné des ordres pour surveiller, menacer et planifier de nuire à une femme et 2 enfants vivant sous ma protection. Garrett prit la clé USB, la retournant dans sa main, puis fit signe à un technicien debout dans le coin de la pièce de s'avancer. Vance cria, sa voix déchirant l'air. « C'est de la calomnie, des mensonges. Tu n'as aucune preuve réelle. Qui va croire une bonne et 2 enfants? » Reed sourit alors, un sourire aussi froid que la glace. Brody Morrison, l'ancien mari de la femme. Il a tout avoué, chaque détail, chaque ordre, chaque appel de votre épée. Il a parlé en échange de sa vie. Vance se figea, la couleur quitta son visage en un instant, et ses yeux rusés se remplirent soudain de panique. Brody avait avoué. L'homme que Vance avait utilisé comme un pion, le traître en qui il avait eu confiance, l'avait vendu pour sauver sa propre peau. Garrett fit un signe de tête aux autres parrains autour de la table. Les regards qu'ils échangèrent étaient sans parole mais pleins de sens. Le conseil examinera les preuves. Si ce que dit Ashford est vrai, Reed le coupa, sa voix sans la moindre hésitation. Vous verrez que c'est vrai. Chaque mot que j'ai prononcé est étayé par des preuves, et j'exige que Vance soit déchu de son pouvoir. Le technicien afficha le contenu de la clé USB sur le grand écran derrière eux. Un panneau blanc descendit du plafond et les lumières de la pièce s'atténuèrent automatiquement pour que tout le monde puisse voir plus clairement. Les images des caméras, les enregistrements, la déclaration de Brody, tout apparut avec une netteté saisissante. Chaque image, chaque son, chaque ligne de texte. D'abord, les images des caméras de sécurité du domaine Ashford. Le camion blanc garé au coin de la rue pendant 3 jours. Les 2 hommes se relayant à l'intérieur, levant occasionnellement leur téléphone pour photographier le portail du domaine. Puis vint l'image de la silhouette sombre s'introduisant dans le manoir vers minuit, se déplaçant dans le couloir derrière la cuisine, évitant les caméras comme s'il connaissait l'emplacement exact de chacune d'entre elles. Ensuite, l'enregistrement de l'appel vidéo. La voix masculine et froide résonna dans la salle de réunion. « Ashford, elle est ici avec nous. 15 minutes. Revenez à l'intersection Est, seule, ou elle ne rentrera jamais à la maison. » Et enfin, il y eut la déclaration de Brody Morrison. L'écran montrait l'homme décharné, la panique dans les yeux, assis devant la caméra et racontant chaque détail. Vance m'a ordonné de me rapprocher de Willa. Il voulait l'utiliser, elle et les 2 garçons, comme levier pour attirer Ashford dans un piège. J'ai dû m'introduire dans le manoir et recueillir des informations sur les horaires, l'emplacement des caméras, tout. Il a dit que si je ne le faisais pas, il n'effacerait pas ma dette. Il a dit que ma famille les paierait le prix ultime si j'échouais. Les parrains regardaient en silence. Personne ne parlait, personne ne bougeait. La pièce semblait figée. Seules les voix enregistrées et les images à l'écran continuaient de bouger. Quand ce fut terminé, l'écran devint noir et les lumières de la pièce se rallumèrent. Garrett fut le premier à parler, sa voix lourde comme de la pierre. Ce sont des preuves claires. Images, enregistrements, témoignages, tout concorde. Il se tourna vers Vance, ses yeux profonds fixant l'homme tremblant à l'autre bout de la table. « Vance, comment expliquez-vous cela? » Le visage de Vance était rouge foncé.
Ses mains étaient si serrées en poing que ses jointures étaient devenues blanches. Il se leva d'un bond, la chaise s'écrasant sur le sol derrière lui, et cria comme un animal acculé. Ce plan visait Ashford, pas la femme. Je voulais seulement le faire tomber, pas blesser ses enfants. C'est une guerre entre parrains. Cela n'a rien à voir avec la règle sur la famille. Reed répondit d'une voix froide comme le vent d'hiver soufflant dans un cimetière. Vous l'avez utilisé, elle et ses deux garçons, pour me cibler. Vous avez fait surveiller les déplacements de la famille, allant jusqu'à suivre leur visite au parc pour recueillir des informations. Vous avez fait une fausse vidéo, utilisé son image pour me menacer. Vous avez fait en sorte que son ancien mari s'introduise dans ma maison au milieu de la nuit, passe devant la chambre où elle et ses fils dormaient. Il marqua une pause, ses yeux vifs comme des couteaux. N'est-ce pas s'en prendre à eux? Si j'étais tombé dans votre piège ce matin, si j'étais revenu comme vous le vouliez, que leur serait-il arrivé? Silence. Vance ne pouvait pas répondre. Franklin, le parrain qui contrôlait le port sud, secoua lentement la tête. Vance, tu connais la règle. Nous la connaissons tous. Personne ne touche aux femmes et aux enfants, peu importe la raison, peu importe l'ennemi. C'est la dernière limite. Harrison hocha la tête en signe d'accord. Tu aurais pu t'en prendre à Ashford de bien d'autres manières. Territoire commercial, influence. Mais tu as choisi d'utiliser une femme et deux enfants. C'est une violation. Bennett, l'homme le plus silencieux du conseil, prit également la parole. J'ai une petite fille de 6 ans. Si quelqu'un osait lui faire ça, je n'attendrai pas que le conseil vote. Vance regarda autour de lui, ses yeux rusés maintenant pleins de panique. Il chercha un allié, chercha quelqu'un qui le soutiendrait, mais personne ne le regarda. Garrett, Franklin, Harrison, Bennett, tous se détournèrent ou le regardèrent avec un dégoût manifeste. Garrett se leva, portant l'autorité solennelle d'un chef qui avait vu trop de choses pour être facilement ébranlé. Le conseil en a assez entendu. Nous devons voter. Les 5 parrains se regardèrent, de brefs hochements de tête passant entre eux à travers leurs yeux. Aucune discussion supplémentaire n'était nécessaire. Les preuves étaient trop claires. La violation était trop grave. Garrett annonça la décision, sa voix résonnant dans la pièce comme le marteau d'un juge frappant le banc. 4 voix pour, 1 contre. Vance, vous êtes déchu de votre place au Conseil et de toutes les opérations connexes. Votre territoire sera redistribué entre les membres restants. Vous avez 24 heures pour quitter New York. Vance frappa la main sur la table, le son explosant dans la pièce silencieuse. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit cet empire en 30 ans. Vous n'avez pas le droit de me le prendre. Reed regarda Vance, sa voix sans la moindre trace d'émotion, froide comme la glace et dure comme l'acier. Vous vous êtes fait ça à vous-même, Vance, au moment où vous avez pensé que vous pouviez menacer les gens sous mon toit et vous en sortir sans conséquence. Au moment où vous avez pensé que vous pouviez utiliser des enfants comme des pions sur un échiquier et que personne ne s'y opposerait. Vance regarda Reed avec une haine flamboyante, ses yeux rusés brûlant maintenant de fureur. Ce n'est pas fini, Ashford. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que tu peux me faire tomber et vivre en paix? Je reviendrai, et quand je le ferai... Reed se leva lentement et boutonna de nouveau sa veste de costume, ajustant son poignet avec une précision calme. Il n'était pas pressé, n'avait pas peur, ne se souciait pas des menaces vides d'un homme qui avait déjà perdu. « Pour vous, dit Reed d'un ton aussi calme que s'il discutait de la météo, c'est fini. » Il tourna le dos et sortit de la pièce, avec Reg le suivant comme son ombre fidèle. La lourde porte en chêne se referma derrière eux, laissant Vance seul sous les yeux froids des parrains restants. Dehors, la nuit était déjà tombée. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées éparpillées sur la terre, créant un ciel à l'envers à la fois éblouissant et sombre. Reed se tenait sur le trottoir et inspira profondément l'air frais de la nuit. Il avait gagné. Vance avait été déchu de son pouvoir. La menace avait été écartée. Mais ce à quoi il pensait n'était pas la victoire, ni le pouvoir, ni le nouveau territoire qui serait maintenant divisé. C'étaient les 3 personnes qui l'attendaient à la maison. Une femme aux yeux ambrés et 2 petits garçons qui lui avaient fait promettre de revenir. La Maybach se déplaçait dans les rues de New York la nuit, ses pneus glissant en douceur sur le bitume encore humide de la pluie de fin d'après-midi.
La lumière jaune des grands immeubles défilait devant les fenêtres comme des rubans d'or flou, créant le portrait de la ville qui ne dort jamais. Une ville que Reed avait regardée 1000 fois dans sa vie. Mais ce soir, d'une manière ou d'une autre, tout semblait différent, plus lumineux, plus chaud, comme si la ville elle-même l'accueillait chez lui. Reg était assis à l'avant à côté du chauffeur, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier son employeur. Finalement, il parla, sa voix basse et respectueuse. « Vous allez bien, monsieur? » C'était une nuit tendue. Reed ne répondit pas tout de suite, mais répétit. Il pensait. Son esprit n'était plus fixé sur Vance, sur le conseil, sur les luttes de pouvoir qu'il connaissait depuis 20 ans. Au lieu de cela, il pensait à une question. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait attendu son retour à la maison? La réponse lui vint avec une clarté douloureuse. Jamais. Il était devenu orphelin à 7 ans lorsque sa mère et son père étaient morts dans ce qu'il apprit plus tard n'avoir pas été un accident. Il grandit dans des orphelinats, des endroits où les enfants apprenaient à survivre avec les poings et la ruse avant même d'apprendre à lire. Il partit à 15 ans, vécut dans la rue, fit tout ce qu'il fallait pour survivre chaque jour. Puis, peu à peu, il grimpa par l'intelligence, par l'impitoyabilité, par la capacité à lire les gens et à savoir ce qu'ils feraient avant même qu'ils ne le sachent d'eux-mêmes. Il avait bâti un empire de ses propres mains, se transformant d'un orphelin que personne ne daignait regarder en le parrain le plus puissant de New York. Il avait de l'argent, il avait du pouvoir, il avait la peur de toute la ville, mais il n'avait jamais eu personne qui ait besoin de lui. Jamais eu personne qui l'attende à la maison. Jamais eu personne qui demande « Tu reviendras ?» avec des yeux pleins d'inquiétude et d'espoir. Pas avant ce soir. La voiture ralentit et tourna dans la route familière menant au domaine. Le portail de fer s'ouvrit et la Maybach entra, s'arrêtant devant les marches de granit. Reed leva les yeux. Les lumières du salon étaient toujours allumées. La chaude lumière jaune se déversait à travers les hautes fenêtres, projetant des rectangles lumineux sur la pelouse. À travers la vitre claire, il vit les silhouettes de 2 enfants bouger à l'intérieur. Ils étaient encore réveillés. Ils l'attendaient. Le cœur de Reed battit plus vite, non pas de peur, un sentiment qu'il avait oublié depuis longtemps, non pas de tension, quelque chose auquel il s'était si habitué qu'il ne le remarquait plus, mais de quelque chose d'autre, quelque chose d'étrange et de chaud montant de quelque part au plus profond de sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas comment nommer. Il sortit de la voiture, ses chaussures touchant le chemin de pierre. Il traversa la large cour et monta les marches familières. Chaque pas semblait plus lourd que d'habitude, non pas parce qu'il était fatigué, mais à cause du poids de ce qui l'attendait. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse l'atteindre. Knox se tenait là, son visage rond s'illuminant comme un petit soleil. Ses yeux bruns pétillants de joie manifeste. « Tu es de retour !» cria-t-il, sa voix claire résonnant dans le hall. Puis Knox courut vers Reed, ses petits pieds tapant sur le sol de marbre. Mais il s'arrêta à quelques pas, soudainement timide, ne sachant que faire. Il se tenait là, les mains jointes contre sa poitrine, regardant Reed avec une expression pleine de bonheur et d'incertitude. Reed baissa les yeux sur Knox. Le petit garçon se tenait là devant lui, de grands yeux bruns, des boucles légèrement ébouriffées par le jeu, le regardant avec un bonheur complètement authentique. Pas d'agenda, pas de calcul, juste un enfant qui était heureux que quelqu'un qu'il aimait soit rentré sain et sauf. Ils se regardèrent un long moment. Le parrain le plus puissant de New York et un garçon de 6 ans debout, au milieu du Grand Hall, aucun d'eux ne parlant. Puis Knox s'avança. Il enlaça la jambe de Reed, ses petits bras entourant sa cuisse et la serrant fort comme s'il avait peur que s'il lâchait, Reed disparaîtrait. Reed se figea. Son corps devint rigide comme de la pierre. Ses petits bras étaient enroulés autour de sa jambe, la tête de Knox reposant contre sa cuisse, la chaleur de ce petit corps l'atteignant à travers le tissu de son pantalon. Depuis combien de temps personne ne l'avait-il serré dans ses bras? Il ne s'en souvenait pas. Peut-être pas depuis que sa mère était en vie, peut-être même plus longtemps que ça. La main de Reed se leva, hésitant dans les airs. Il ne savait pas quoi faire. Pendant 20 ans, il avait appris à gérer toutes les situations, à négocier avec les ennemis, à donner des ordres aux subordonnés, à affronter la mort sans ciller. Mais personne ne lui avait jamais appris comment gérer un enfant qui lui serrait la jambe. Puis lentement, comme si son corps bougeait par instinct, sans attendre que son esprit le commande, il posa sa main sur la tête de Knox.
doucement, prudemment, comme s'il avait peur de briser quelque chose de précieux. Il caressa les cheveux légèrement bouclés du garçon, sentant leur douceur sous une paume durcie par les poings et les armes. Knox leva le visage, souriant largement, des fossettes illuminant ses joues. « Je suis si content que tu sois à la maison. » J'étais inquiet. Je n'arrêtais pas de demander à Mademoiselle Patty si tu étais de retour, et elle n'arrêtait pas de dire d'attendre, mais je ne pouvais pas dormir. Reed déglutit difficilement, sa gorge se serrant d'une étrange émotion. « Je suis content aussi, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Je suis content d'être à la maison aussi. » Miles se tenait à l'entrée du salon, observant tout avec des yeux bruns plus vieux que son âge. Il ne courut pas pour le serrer dans ses bras comme son frère, ne montra pas ses sentiments de manière impulsive. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Reed, il fit un petit signe de tête, un bref signe de tête, du genre partagé entre hommes. C'était la façon de Miles de dire « Je suis contente aussi », sans ouvrir la bouche. Willa se tenait derrière Miles, s'appuyant légèrement contre le cadre de la porte du salon. Ses yeux ambrés brillaient de larmes, mais elle ne pleurait pas. Elle se tenait simplement là, souriant, un sourire plein de gratitude et de quelque chose d'autre que Reed n'osait pas nommer. Reed se pencha, s'abaissant au niveau de Knox, et pour la première fois de sa vie, il serra un enfant dans ses bras en retour. Knox poussa un cri de joie, jetant ses bras autour du cou de Reed et riant contre son oreille. Le souffle chaud du garçon toucha son épaule, son rire clair résonnant comme des carillons, et Reed réalisa que de toutes les victoires qu'il avait jamais remportées, de tout l'argent qu'il avait jamais gagné, de tout le pouvoir qu'il avait jamais détenu, rien ne se comparait à ce sentiment. Le sentiment d'être accueilli, le sentiment d'être nécessaire, le sentiment que quelqu'un l'attendait à la maison. Il était tard dans la nuit. Les jumeaux étaient allés se coucher après que Patty les ait ramenés dans leur chambre, Knox s'endormant directement sur l'épaule de la gouvernante après avoir essayé de rester éveillé un peu plus longtemps pour Reed. Tandis que Miles était allé dans sa chambre tout seul avec son petit carnet de croquis serré contre sa poitrine, faisant un signe de tête silencieux à Reed avant de disparaître dans le couloir. Le manoir avait sombré dans le silence, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge quelque part, résonnant dans le long couloir, et le son du vent nocturne se déplaçant à travers les érables à l'extérieur des fenêtres. Reed était assis dans son bureau, la pièce où il s'était assis seul pendant des milliers de nuits avant celle-ci. La chaude lueur jaune de la lampe de bureau tombait sur les étagères en chêne finement sculptées, sur le bureau en acajou où il avait signé des centaines d'accords de plusieurs millions de dollars, sur les peintures coûteuses accrochées au mur qu'il n'avait jamais vraiment regardées. Un verre de whisky reposait dans sa main, le liquide ambré scintillant sous la lumière, mais il n'en avait pas pris une gorgée. Il était simplement assis là, fixant le vide, pensant à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Un léger coup à la porte brisa le silence. 2 coups doux, polis et prudents, comme si la personne debout à l'extérieur ne voulait pas s'immiscer, mais avait quand même besoin d'être remarquée. Reed leva la tête. « Entrez !» La porte s'ouvrit, Willa entra, portant toujours le fin pull couleur crème qu'elle avait eu toute la soirée, une tasse de thé fumante dans les mains. Elle se tint sur le seuil une seconde, comme si elle décidait si elle devait s'avancer davantage. « J'ai pensé que vous auriez plus besoin de ça que du whisky, » dit-elle, sa voix aussi douce que les feuilles s'agitant à l'extérieur de la fenêtre. Reed la regarda, puis baissa les yeux sur le verre de whisky dans sa main. Il posa la boisson sur le bureau et prit la tasse de thé de ses mains. La chaleur se propagea dans sa paume et le léger parfum de camomille et de miel monta vers lui. « Merci. » Willa hocha la tête et se tourna comme pour partir. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue, avait apporté du thé à son employeur comme une bonne gouvernante devrait le faire. Mais avant qu'elle ne puisse repasser la porte, la voix de Reed l'arrêta. « Restez. » Willa hésita, ses pieds s'arrêtant à mi-chemin. Elle se tourna pour le regarder. Des yeux ambrés remplis d'incertitude, mais elle fit un petit signe de tête et se dirigea vers le fauteuil en cuir en face du bureau et s'assit. Ils restèrent en silence un long moment. Reed prit une gorgée de thé, sentant la chaleur glisser dans sa gorge. Willa était assise le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, attendant. Reed posa la tasse et parla le premier. « Vous n'allez pas demander ce qui s'est passé? » Willa répondit doucement, sa voix calme comme s'il parlait de la météo. « Je sais que vous avez gagné.
Si vous n'aviez pas gagné, vous ne seriez pas rentré à la maison. Reed la regarda, ses yeux se plissant légèrement. Intelligente, posée, pas de panique, pas de questions vides, pas de faux semblants d'intérêt juste pour gagner des faveurs. Elle disait exactement ce qu'il fallait dire et restait silencieuse quand le silence était ce qui importait. Pas comme n'importe quelle femme qu'il avait jamais connue dans la pègre, où les femmes étaient généralement soit trop effrayées pour parler, soit trop avides pour se taire. Vance a été déchu de son pouvoir, dit Reed, décidant qu'elle méritait de connaître la vérité. Le conseil a voté. Il devra quitter New York. Il ne vous menacera plus. Willa laissa échapper un souffle et ses épaules semblèrent s'affaisser un peu. Et Brody? Reed répondit sans émotion. Il leur a tout dit en échange de sa vie. Sa déclaration a été la preuve décisive qui a fait tomber Vance. En retour, il est autorisé à vivre, mais il doit quitter la ville. Il ne pourra jamais revenir. S'il met un jour le pied à New York à nouveau, il n'eut pas besoin de finir la phrase. Willa comprit. Elle hocha la tête et ne demanda rien de plus. Ce chapitre était clos maintenant. Brody, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, autrefois cru mort, autrefois pleuré, n'était plus qu'un nom du passé. Elle avait supprimé son numéro. Elle avait déjà choisi. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui n'avaient pas besoin de remplir l'espace avec des mots vides de sens. Reed posa son thé sur le bureau et regarda dans les yeux de Willa. Aujourd'hui, devant le conseil, j'ai dit que vous et les garçons étiez de ma famille. Willa leva les yeux, ses yeux ambrés rencontrant ses yeux gris. Patty me l'a dit, dit-elle doucement. Elle a dit que vous nous aviez protégés devant tous les autres parrains. Reed hocha la tête, puis dit ce à quoi il avait pensé toute la nuit. Ce n'était pas juste quelque chose que j'ai dit pour vaincre Vance. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas une ruse. Willa resta silencieuse, ses yeux fixés sur lui attendant. Reed regarda par la fenêtre où l'obscurité était épaisse sur le jardin. Sa voix baissa comme s'il prononçait des mots jamais dits à personne auparavant. Je n'ai jamais eu de famille. Depuis que j'ai 7 ans, je suis seul. Je n'ai jamais su ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui attend mon retour à la maison. Jamais su ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui a besoin de moi. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, juste pour moi. Willa ne dit rien. Elle écoutait seulement. Reed continua, ses yeux toujours sur la fenêtre, comme s'il ne pouvait pas supporter de la regarder en disant ces choses. Ce soir, quand la voiture s'est arrêtée devant la maison, j'ai vu la lumière du salon toujours allumée. J'ai vu les deux garçons debout à la fenêtre, attendant. Knox est sorti en courant et m'a serré dans ses bras comme si j'étais la personne la plus importante au monde pour lui. Sa voix vacilla légèrement, quelque chose qui ne s'était pas produit en 20 ans, quelque chose dont il ne se croyait plus capable. Et j'ai réalisé que je veux ça, pas seulement aujourd'hui, tous les jours rentrer à la maison et avoir quelqu'un qui attend, tous les jours entendre les garçons rire, tous les jours sentir que j'appartiens à quelque part. Les yeux de Willa se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle resta simplement assise là, écoutant l'homme le plus puissant de New York confesser la solitude qu'il avait cachée toute sa vie. Reed se retourna pour la regarder, et ses yeux n'étaient plus froids. Il y avait quelque chose de plus chaud en eux maintenant, quelque chose de plus vulnérable. Je ne vous demande rien. Je ne vous force pas. Je veux juste que vous sachiez que si vous choisissez de rester, vous ne serez pas une gouvernante. Vous et vos garçons ferez partie de cet endroit, partie de ma famille. Willa murmura, sa voix tremblant légèrement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est une grande décision pour moi, pour les garçons. Reed hocha la tête. Je sais, je ne suis pas pressé. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin. Willa se leva et se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle s'arrêta et se retourna pour le regarder. Ses yeux ambrés rencontrèrent ses yeux gris dans la chaude lumière jaune. « Mes garçons vous aiment bien, surtout Knox. Il parle de vous tout le temps avant de s'endormir. » Reed demanda, sa voix plus basse maintenant. « Et vous? » Willa sourit, un sourire aussi léger qu'un pétale qui tombe. Ses yeux brillants de quelque chose de chaud qu'elle avait cru ne plus jamais pouvoir ressentir après tout ce que Brody avait fait. J'apprends à faire confiance à nouveau. Elle sortit de la pièce, mais elle laissa la porte légèrement entr'ouverte derrière elle.
Une fine ligne de lumière du couloir se déversa dans le bureau, traçant une fine ligne dorée sur le plancher en bois. Reed regarda cette bande de lumière pendant un long moment. La porte était laissée entr'ouverte, pas fermée, pas grande ouverte, juste légèrement ouverte, comme une douce invitation, comme une opportunité offerte sans être forcée. C'était un petit signe, mais pour Reed, un homme qui avait vécu dans l'obscurité pendant 20 ans, c'était toute la lumière dont il avait besoin. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversa à travers les fenêtres du manoir Ashford, balayant l'obscurité de la nuit précédente et déposant une couche dorée sur le vaste jardin, riche et lumineuse comme du miel. Les gouttes de rosée nocturne encore accrochées aux pétales de rose scintillaient comme de minuscules diamants, et le chant des oiseaux flottait de quelque part dans les érables, annonçant le début d'un nouveau jour. Reed sortit, se préparant à partir pour le travail comme il le faisait chaque matin. Son costume gris anthracite était parfaitement repassé, sa cravate bleu foncé impeccablement nouée, ses chaussures en cuir noir poli captant la lumière matinale. La Maybach noire tournait déjà, son moteur ronronnant doucement comme un chat, et Reg se tenait près de la portière, attendant comme il le faisait toujours. Mais quelqu'un attendait sur les marches de l'entrée. Miles se tenait là, portant encore un pyjama à rayures bleues, ses cheveux légèrement ébouriffés par le sommeil, le carnet de croquis familier serré contre sa poitrine. Il regarda Reed avec des yeux brun clair et attendit. Reed s'arrêta et baissa les yeux sur le garçon. « Tu es déjà debout? Il est encore tôt. » Miles secoua la tête, sa voix calme mais claire. « Je voulais te donner ça avant que tu partes. » Il tendit le carnet de croquis à Reed, le même carnet qui l'avait accompagné depuis la veille, le même rempli de dessins grossiers qui avaient sauvé la vie du plus puissant parrain de New York. Reed prit le carnet de croquis et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un nouveau dessin, différent de tous les autres. Il montrait 4 personnes debout ensemble devant le manoir, dessinées au crayon de couleur. Un homme grand en costume avec des cheveux noirs se tenait à droite. Une femme aux longs cheveux bruns se tenait à gauche. Et entre eux se tenaient 2 garçons jumeaux côte à côte, l'un en chemise rouge et l'autre en chemise bleue. Tous les 4 souriaient. Sous le dessin, d'une écriture d'enfant inégale mais reconnaissable, il y avait un mot. Famille. Reed regarda le dessin un long moment. Ses doigts passèrent légèrement sur chaque ligne, sur les visages des 4 personnes sur l'image, sur le mot maladroit écrit d'en dessous. Sa gorge se serra d'une émotion qu'il n'avait toujours pas l'habitude de nommer. Miles parla doucement. « Je l'ai dessiné hier soir, après que tu sois rentré, après que Knox se soit endormi. » Reed leva les yeux et regarda le garçon. « C'est ce que tu veux? » Miles hocha la tête, son regard clair inébranlable. « Knox le veut aussi. Il m'a dit avant de s'endormir qu'il veut que tu sois notre papa. » Le garçon marqua une pause d'1 seconde, puis ajouta d'une voix plus petite. « Et je pense que maman le veut aussi. Elle ne sait juste pas encore comment le dire. » Reed se pencha, s'abaissant au niveau des yeux de Miles comme il l'avait fait la veille, quand il avait promis de revenir. « Tu sais quelque chose? Tu m'as sauvé la vie hier. Sans toi, je serais tombé droit dans ce piège. » Miles sourit, un petit sourire d'un enfant qui savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. « Je sais, tu ne devais pas y retourner, je te l'avais dit. » Reed sourit, et pour la première fois, c'était un vrai sourire. Pas froid, pas calculateur, pas caché derrière le masque qu'il avait porté pendant 20 ans, juste un sourire, simple et authentique. « Tu l'as fait et j'ai écouté. » Derrière eux, la porte d'entrée s'ouvrit. Willa et Knox sortirent, Knox encore endormi, se frottant les yeux. Mais dès qu'il vit Reed, il se réveilla complètement. Knox fit un signe de la main, sa petite voix claire résonnant dans la cour. « Fais attention au travail et rentre tôt. Mademoiselle Patty a dit qu'elle faisait une tarte aux pommes ce soir et tu dois venir la manger avec nous. » Willa se tenait tranquillement à côté de son fils, ne disant rien, mais ses yeux ambrés reposaient sur Reed avec le même regard qu'il avait vu la nuit précédente. Le regard de quelqu'un qui apprenait à faire confiance à nouveau. Le regard de quelqu'un qui ouvrait son cœur petit à petit, comme elle avait laissé la porte légèrement ouverte la nuit précédente. Reed se releva, le carnet de croquis toujours à la main. Il fit un léger signe de tête à Willa, un petit geste qui en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Puis il monta dans la voiture et s'installa sur la banquette arrière familière.
La Maybach s'éloigna lentement, ses pneus se déplaçant silencieusement sur l'allée de pierre vers le portail d'entrée. Mais cette fois, Reed ne regarda pas devant lui comme il l'avait toujours fait. Il regarda dans le rétroviseur. 3 silhouettes se tenaient à la porte, une femme et 2 enfants, faisant des signes de la main, souriant, attendant son retour. Pendant 20 ans, Reed Ashford avait toujours avancé, ne regardant jamais en arrière, ne s'arrêtant jamais, ne se permettant jamais la faiblesse de l'attachement ou du désir de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il comprenait que certaines choses valaient la peine de revenir, que certaines personnes valaient la peine d'être protégées, et qu'il y avait un endroit, pour la première fois de sa vie, qu'il pouvait appeler sa maison. Le carnet de croquis reposait sur le siège à côté de lui, ouvert à la dernière page, le dessin de 4 personnes debout ensemble, le mot maladroit « famille » écrit en dessous. Reed Ashford, le plus puissant parrain de New York, l'homme que toute la ville craignait, souriait pour la première fois de sa vie à la pensée de demain. L'histoire se termine ici, mes amis. Merci d'être restés avec nous jusqu'au dernier moment de la vidéo d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous été ému en assistant au parcours de Reed, d'un parrain froid et solitaire à un homme qui a appris à aimer et à être aimé? Ou avez-vous été le plus frappé par le courage du petit Miles, le garçon qui s'est levé pour protéger toute sa famille avec rien de plus qu'un petit carnet de coquilles? Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti au plus profond de votre cœur. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées avec nous. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour nous soutenir et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, en particulier ceux qui aiment les histoires émouvantes et significatives. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant et activez les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos chaque jour. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Souvenez-vous toujours, comme Reed l'a appris, que la famille n'est pas l'endroit où l'on est, mais l'endroit où l'on choisit d'appartenir. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.